Pour ce soir, on a une présentation qui va être donnée par le professeur Anthony Bertrand-Grenier sur les biais cognitifs et les techniques de persuasion. Pour présenter notre conférencier de ce soir, qui est Anthony Bertrand-Grenier. Il a eu un baccalauréat en génie physique à l'Université Laval, une maîtrise en biophotonique à l'INRS, un doctorat en physique médicale au Centre de recherche du CHUM, et il fait présentement un doctorat en épistémologie sur la croyance, la connaissance, la pensée critique, la science et la pseudoscience. Il est présentement chargé de cours et professeur associé à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et il est physicien médical au CU3, CUSSS MCQ. MCQ, je ne sais pas c'est quoi, il faudra qu'il me le dise tantôt peut-être. Il a écrit un livre aussi, il va nous le présenter un petit peu aussi, ce qui s'appelle le Guide ultime pour distinguer le vrai du faux, recueil intégral de la pensée critique. C'est c'est une Bible. J'ai vu juste le sommaire. Puis tout ce qui touche au scepticisme, c'est là-dedans. Fait que si vous voulez vraiment un livre, un bon livre pour savoir c'est quoi le scepticisme, la pensée critique et tout, ben, je le recommande fortement. Alors, je laisse maintenant la parole à Anthony Bertrand-Grenier, le conférencier. Anthony Bertrand-Grenier, le conférencier. Merci beaucoup, merci. Je vais partager mon écran. Justement, pour ce qui est du livre, en fait, j'en ai un devant moi, là. Je m'attendais pas à le présenter tant que ça, là. Si vous voyez, effectivement, il y a 550 pages. Et justement, en fait, la présentation d'aujourd'hui, biais cognitifs et techniques de persuasion, je vais vous présenter essentiellement un petit résumé du chapitre 2 et chapitre 3 du livre. Si vous regardez, je peux même très rapidement, je m'attendais à le faire à la fin, mais je peux le faire maintenant. Donc, ici, ça, c'était la présentation, mais je peux vous montrer la table des matières. Donc, au départ, terminologie, juste proposition, qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que croire, qu'est-ce qu'une connaissance. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le biais cognitif, ainsi que les techniques de persuasion. Ensuite, le chapitre 4 du livre, c'est l'argumentation, comment démasquer les arguments fallacieux et c'est quoi un argument, évidemment, d'abord. Ensuite, une petite liste d'arguments fallacieux. Le chapitre 5 qui est la science, et qu'on parle évidemment qu'est-ce que la science, qu'est-ce qu'une pseudoscience, qu'est-ce qu'une théorie. J'ai bien aimé tantôt le, préceptes pour ce qui est des théories tout à l'heure. C'est quoi une pseudomédecine? Comment qu'on est capable de tester une pseudoscience, une pseudomédecine? Le chapitre 6, la pensée critique. Qu'est-ce que la pensée critique? Quels sont les outils de pensée critique? En France, on utilise beaucoup les outils de pensée critique. Aux États-Unis, c'est plus souvent les habiletés qu'un penseur critique doit avoir. Mais essentiellement, c'est des choses comme ça. Comment reconnaître un expert dans un domaine lorsqu'on ne s'y connaît pas nous-mêmes dans le domaine? Comment fonctionnent les médias, une échelle de sources d'information, c'est quoi une preuve. Évidemment, il y a beaucoup de stock, là. C'est vraiment énorme, là. Un chapitre 7, je m'amuse, là. C'est quoi une croyance, c'est quoi une connaissance? On parle de croyance extrême. Puis le chapitre 8, entretien épistémique, c'est comment convaincre quelqu'un que ce qu'il pense, c'est faux, mais de façon cordiale et sans briser la relation. Enfin, je m'attendais à le présenter à la fin, mais voilà. Vous voyez bien biais cognitif et technique de persuasion? Juste un petit pouce en l'air, c'est correct, là? Oui, Oui, oui. parfait. N'empêche que je vais vulgariser, je ne savais pas c'était quoi vos connaissances sur le sujet, donc si jamais vous vous attendez à ce que ce soit infaillible et qu'il y ait absolument aucune fausseté dans chacune des dans chacune des diapositives, quand on fait de la vulgarisation, on simplifie un peu les propos, mais n'empêche que vous pourrez me poser des questions à la fin sans problème et me demander, oui, ça, tel point, il faudrait peut-être euh, euh, y aller un petit peu plus davantage et vous aurez raison. Mais c'était pour remettre disons, vous remettre en l'eau à la bouche, disons, des biais cognitifs et des techniques de persuasion qui sont dans la vie de tous les jours et que nous avons tous, moi y compris, particulièrement les biais cognitifs, et j'essaie de ne pas utiliser de techniques de persuasion. Alors, allons-y. Donc, un biais cognitif, essentiellement, on peut voir ça comme un aspect du mécanisme de la pensée qui provoque une déviation de la perception et du jugement. Il y en a un petit peu plus de 200, d'après les recherches actuellement. Évidemment, on ne va pas tous les voir aujourd'hui. Je vais me concentrer surtout sur ceux qui ont disons, au niveau une difficulté en lien avec la vérité, des petits problèmes de logique que notre cerveau fait. Mais ça ne veut pas dire, quand je dis que c'est un problème, ça ne veut pas dire que le biais cognitif, c'est négatif. Mais évidemment, les cas qu'on va voir, c'est très souvent négatif. Le premier, le plus, disons, connu, le biais sensorimoteur ou le
disons, l'illusion d'optique, ben, on peut voir que la lettre A, le carré de la lettre A et le carré de la lettre B semblent être de couleurs différentes. Mais en fait, ils sont de la même couleur. Et si je mets un petit rectangle comme ça ici, ben, en fait, on voit qu'ils sont de la même couleur. Si je reviens, on est capable de mieux voir rapidement. Et même si on fait un petit GIF comme ça, ils sont vraiment de la même couleur. Mais notre cerveau ne les perçoit pas nécessairement de la même couleur. À gauche, il n'y a pas de carré blanc et à droite, il n'y a pas de triangle blanc. Mais notre cerveau va reconstruire l'image. Et même si vous vous concentrez, vous avez l'impression peut-être que le triangle blanc à droite est plus blanc que le fond. Alors qu'en fait, je vous dis, il n'y a pas de triangle blanc en fait. Mais on a l'impression des fois qu'il peut être même plus blanc que le fond. Si vous remarquez, en fait, il y a une petite vrille ici qu'on a l'impression qui est vert ici, et ici, ça semble être turquoise. Mais je tiens à vous dire, ils sont exactement de la même couleur. C'est juste qu'ici, il y a des lignes oranges qui passent au travers, et ici, il y a des lignes mauves qui passent au travers. Mais le genre de vert ici, le turquoise, sont de la même couleur. Et si je zoome, on voit quand même un petit peu mieux. Mais quand même, on a l'impression qu'ils ne sont pas nécessairement de la même couleur. Ces images ne bougent pas. Même si, en fait, notre impression, ce serait qu'ils bougent, mais ces images-là ne bougent pas. Un autre petit biais cognitif, la pareidolie, c'est un phénomène qui consiste à voir des visages ou des formes familières sur des objets inanimés ou des paysages. Notre cerveau est vraiment fait pour être capable de reconnaître des visages, et ça depuis qu'on est bébé. Donc à gauche, on a l'impression que le café a l'air surpris, le cadran a l'air fâché, un autre cadran a l'air triste et la laveuse a l'air malade. Mais c'est notre cerveau qui reconstruit ça. Là, peut-être que vous avez ri là-dessus, mais en fait, des fois, ça peut amener à des conséquences plus dramatiques, comme par exemple, ici, en 1976, on a pris une photo de la planète Mars et il y a des gens qui ont dit, ah, il y a un visage là. Mais en fait, en 1998, on s'est juste rendu compte, c'est juste un gros tas de roches, puis il n'y avait pas de visage là. Mais il y en a qui ont cru à la thèse extraterrestre. Et on va en reparler à la négligence de la taille de l'échantillon tout à l'heure. Ici, c'est des toasts qu'on a l'impression qu'il y a eu un visage. D'ailleurs, celle de droite, la personne a tellement cru qu'il y avait le visage de la Vierge Marie qu'elle l'a acheté pour 28 000 US sur eBay en 2004. Ça fait un peu plus de 20 ans quand même. Et 28 000 US, je vous dirais, vérifiez vos toasts le matin. Mais encore une fois, c'est la négligence de l'attente de l'échantillon parce qu'il y a des milliards de toasts qui se font à chaque année. Donc, nécessairement, c'est quoi la probabilité qu'il y en ait une au moins qui ressemble à un visage? Elle est quand même élevée. Biais d'ancrage. Ça, c'est la tendance à utiliser indûment une information comme référence. Tantôt, on avait mentionné, quelqu'un mentionné Tversky et Kahneman, là. Donc oui, vous allez les revoir très souvent en référence. D'ailleurs, je vous recommande le livre Rustic and Bias. Et d'ailleurs, Daniel Kahneman en a écrit un qui était excellent, qui a été publié fin des années 90, début 2000. Donc, l'étude, c'était de présenter les gens devant une roulette et on leur posait une question à la suite d'un chiffre qui apparaissait sur une roulette. Donc, par exemple, la personne tournait la roulette et elle arrivait à 10 Donc là, on lui posait la question, y a-t-il plus de 10 de pays africains dans le monde? Eh bien, la personne va dire, ben oui, il y a plus que 10 de pays qui sont africains dans le monde. Ensuite, on lui posait la question, combien y a-t-il de pays africains dans le monde? La moyenne était de 25 Situation 2, on tourne encore la roulette, on tombe à 65 Y a-t-il plus de 65 de pays africains dans le monde? Ben non, il n'y en a pas autant que ça. OK? Combien y a-t-il de pays africains dans le monde? 45 Ce que les sujets ne savaient pas, c'est que la roulette était truquée. Soit elle arrivait à 10 soit elle arrivait à 65 Et on s'est rendu compte que quand on donne un premier chiffre, un premier nombre, ça nous force un ancrage, si on peut dire. Notre cerveau va être forcé à aller vers ce chiffre-là. Même si au départ, on ne pensait pas nécessairement qu'on avait 25 ou 45 de pays africains. On n'aurait pas nécessairement répondu ça. Mais parce qu'on a dit 10 ou 65 on a eu un ancrage. Un autre exemple. Parmi l'étude, on a dit est-ce qu'une baleine bleue mesure 20 cm de long? On a dit, ben non, ça mesure bien plus gros que ça. OK, combien mesure une baleine bleue en longueur? 20 mètres. Est-ce qu'une baleine bleue mesure 900 mètres de long? Presque un kilomètre. Combien mesure une baleine bleue en longueur? 142 mètres. Donc, le fait de nous avoir donné une information au départ de 900 mètres, les gens étaient portés à donner un chiffre vraiment qui n'a pas d'allure.
Est-ce que la température moyenne de l'eau en Antarctique en hiver est de 45 degrés Celsius? Ben non, c'est même trop élevé en Antarctique. OK. Quelle est la température moyenne de l'eau en Antarctique en hiver? Moins 37. On pose la même question à moins 210 degrés Celsius. Et quelle est la température moyenne de l'eau en Antarctique? Moins 60 degrés Celsius. Donc, le fait d'avoir donné un chiffre nous a forcé à faire un ancrage. Donc, si qui que ce soit vous donne un chiffre et qu'ensuite il vous pose une question ou vous fait une affirmation, c'est pas impossible qu'on ait un ancrage vers ce premier chiffre-là. Et aussi, plus le nombre est précis, plus l'ancrage est fort. Il y avait une étude qui avait montré, c'était des maisons californiennes, qu'on leur disait, cette maison coûte par exemple 800 000 dollars. Selon toi, combien serais-tu prêt à mettre sur cette maison? Ah, 751 000. Bon, je vous vulgarise, c'est pas nécessairement exactement ça. Ensuite, situation 2, 799 800 dollars et les gens disaient 784 000 dollars. Donc, c'est pas pour rien qu'on nous vend des choses à 39,99 parce que ça nous force en quelque sorte à avoir un certain ancrage, si on peut dire qu'on se dit, ah, le prix doit être pas loin de ce prix-là. Donc, oui, plus le nombre est précis, plus l'ancrage va être fort pour notre cerveau à aller vers ce prix-là, par exemple. Biais d'attention sélectif, là, avec le temps, j'aurais pu vous montrer une petite vidéo, là. C'est désigne la manière dont certaines informations sont traitées différemment par le cerveau selon les préoccupations de la personne. Il y avait, on nous demandait de compter le nombre de passes que l'équipe blanche faisait avec un ballon, puis le vidéo durait 1 ou 2 minutes. Et ce qu'on se rendait pas compte, c'est qu'il y avait quelqu'un habillé en gorille qui passait en plein milieu où près de 37% des gens n'ont pas remarqué le gorille. Donc, quand on focalise sur une chose, des fois, on oublie la vie d'ensemble. Bon, cette étude-là a été critiquée pour dire, ah non, un expert n'aurait jamais fait l'erreur. Eh bien, on l'a fait à des experts. Il y a des radiologues qu'on leur a demandé de trouver des nodules cancéreux et il y en a un très haut pourcentage, il me semble, c'est au-dessus de 80%, on me corrigera. Mais vous voyez le petit gorille ici, bien, au-dessus de 80% des radiologues n'ont pas vu ce gorille-là, alors qu'eux devaient trouver des nodules de cancer qui est 80 fois moins gros que ce gorille gigantesque-là. Et ils ne l'ont pas vu. C'est un peu normal parce que c'est rare un cancer qui ressemble à un gorille, mais quand même, ils ne l'ont pas remarqué. Biais d'autocomplaisance. La tendance à attribuer nos réussites grâce à nos qualités, nos efforts et nos échecs à cause de facteurs externes. Ça, on est bon là-dedans. Comment le projet avance? Ah, très bien, je travaille très fort. Comment le projet avance? Pas très bien, mes collègues ne travaillent pas très bien. Ah, eh bien. As-tu une bonne note au test? Oui, c'est ça quand on étudie. As-tu une bonne note au test? Non, le professeur posait des questions pas possibles. Quelle est la moyenne de ton cours? 87%. C'est ça quand on est un bon enseignant. Quelle est la moyenne de ton cours? 32%. Les étudiants ne sont pas très bons. Et je vous le dis, là, moi aussi, j'ai ce biais-là. Là. C'est pas, je vous les présente là, pas pour dire que vous les avez, mais je les ai pas. Donc, moi aussi, ça m'arrive très bien. Donc, le biais d'autocomplaisance, des fois, il faut prendre un petit peu de recul. J'avoue que je ne l'ai pas fait là, mais dans le livre, je vous donne des conseils pour chacun des biais cognitifs, ne serait-ce que soit comment les prévenir pour mieux les déjouer. Je vais vous le faire tantôt pour les techniques de persuasion, mais avec toutes les références que je devais vous mettre, je préférais vous donner les références si vous préférez avoir plus d'informations sur le sujet. Euh, mais n'empêche que je vous donne des conseils dans le livre si ça vous intéresse. Biais d'intentionnalité. Tendance à voir des causes intentionnelles pour des événements ou des comportements fortuits ou accidentels. Par exemple, la COVID a clairement été créée en laboratoire par Big Pharma. Ce sont eux qui tirent le plus profit à vendre leurs foutus produits. Mais en fait, il faut vérifier s'il y a vraiment une intention. Donc, si on est capable de prouver qu'il y a une intention, c'est une chose, mais si on n'est pas capable de prouver qu'il y a une intention, des fois, on va dire que c'est un biais d'intentionnalité. Biais de cadrage. Ça, c'est la tendance à être influencée par la manière dont un problème est présenté. Exemple, situation 1, on vous offre A, sauver 200 personnes sur 600 à coup sûr, ou B, une chance sur 3 de sauver les 600. Je vous le dis, la majorité des gens, c'est peut-être pas votre cas, mais la majorité vont choisir A, sauver 200 personnes sur 600 à coup sûr. Situation 2, A, laisser mourir 400 personnes sur 600 à coup sûr, et B, 2 chances sur 3 de voir les 600 mourir. La majorité des gens vont choisir B dans la situation 2.
Alors que si vous remarquez, c'est la même situation, mais présentée différemment. Donc, dépendamment comment un problème nous est présenté, on ne prendra pas nécessairement la même solution, si on pourrait dire. Un autre exemple, vous allez chez le médecin et vous dit que vous avez une maladie mortelle. Il vous dit, si vous prenez ce traitement-là, vous avez 80% de chances de survivre. Est-ce que vous auriez eu la même, disons, pensée si vous avez dit que vous avez 20% de chances de mourir? Pourtant, c'est la même chose, si on pourrait dire. C'est juste présenté différemment. Une autre façon, des fois, on va regarder un documentaire sur les lions et on voit le lion qui chasse le zèbre, peu importe, je donne un exemple. Et là, on se dit, ah, le lion va être capable de nourrir sa famille. Mais si on voyait le documentaire à propos des zèbres et qu'on voit le lion chasser le zèbre, on dit, ah, c'est bien triste, là, ils viennent de tuer la maman ou le papa ou peu importe. Alors qu'en fait, c'est le même acte, mais dépendamment quel documentaire qu'on regarde, on peut avoir un biais de cadrage. On n'aura pas la même perception dépendamment comment il nous est présenté, même si c'est le même fait ou la même réalité, si on pourrait dire. C'est pour ça qu'il faut faire des fois attention à certaines images dans les médias. Là, j'avais vu ça, dans le fond, à gauche, on a l'impression que c'est un soldat américain qui s'en va pour tuer un soldat irakien, et à droite, c'est un soldat américain qui donne de l'eau à un soldat irakien, puis ça donne que le fusil était comme ça, là, quand on prend celle du milieu. Mais en fait, dépendamment comment l'image est présentée, on n'aura pas nécessairement la même chose. Et oui, c'est pour ça qu'il faut faire attention, être un petit peu plus sceptique, dépendamment quelles sont les images qui nous ont présentées. Ça, c'est une façon de voir les choses. Biais de confirmation, c'est probablement l'un des plus puissants qu'on a dans notre tête, là. C'est privilégier les informations confirmant nos idées ou accorder moins de poids aux informations infirmant nos idées. Donc, par exemple, si quelqu'un croit que la Terre est plate, ben, toutes les informations qu'il va croire que la Terre est plate, ben, pour- il va ça va confirmer ce qu'il pense. Il va pouvoir même rejeter les choses qui ne vont pas dans le sens de ce qu'il pense réellement. Alors, on va en reparler quand même un peu avec, je pense, le cherry picking et tout de suite après, ou quelqu'un qui ne croit pas au réchauffement climatique, tout ce qui va dans qu'on lui montre toutes les preuves du réchauffement climatique, mais on va dire, ah non, le réchauffement climatique n'existe pas, puis il va continuer à croire ça. Et c'est évidemment aussi vrai pour des choses qui sont vraies. Donc, si vous croyez que la Terre est ronde, puis là, je vous explique les coordonnées GPS, vous n'allez pas nécessairement vous poser la question, ah ben oui, ça confirme effectivement, ça fonctionne. Et c'est un peu normal de penser comme ça. Ça reste un biais et on est façonné par l'évolution pour ça. Cherry picking. Mise en avant des données qui appuient notre proposition en passant sous silence les données qui contredisent notre proposition. Il y a plusieurs sortes de cherry picking, là, je les nomme dans le livre, là. Euh, j'avais vu ça, c'est quelqu'un qui dit qui avait cherché beaucoup de pages à Internet pour dire ah, tu vois, on n'a jamais été sur la Lune. Puis toutes les premières pages montrent qu'on était sur la Lune, mais après la page 9, c'était un blog étrange qui disait qu'on n'a pas été sur la Lune. Donc, il a été chercher l'information qui confirme ce qu'il pense. Donc, admettons quelqu'un qui croit à l'homéopathie, ben, il peut aller chercher une étude qui va confirmer que l'homéopathie fonctionne. Alors qu'en fait, ce qu'il faut qu'il regarde, c'est toutes les études, qu'est-ce qu'ils disent pour se donner une bonne idée globale sur l'homéopathie. Ah, ben voilà, j'ai donné l'exemple sur l'homéopathie. Voici une étude qui prouve que l'homéopathie fonctionne. Donc, il faut regarder l'ensemble des études sur le sujet. Ou il peut aller voir, voici un médecin qui croit à l'homéopathie. Ben, qu'est-ce qu'en pense la majorité des médecins? Tu sais, si tu trouves 200 médecins au Québec qui croient à l'homéopathie, c'est bien beau, mais ça veut dire qu'il y en a peut-être 23 000 qui ne croient pas, là. Tu sais, il y a toute une proportion à faire. Exemple 3, ce produit a été testé en laboratoire, ça je l'ai déjà entendu. OK, il a été testé, mais est-ce qu'il est efficace? La personne, le représentant de la compagnie dit, je ne sais pas. Bon, ben, tu as sélectionné l'information qui donne l'appui à ton produit. C'est-à-dire, il a dit, oui, oui, il a été testé en laboratoire. Mais même s'il a été testé en laboratoire, un représentant d'une compagnie ou un vendeur peut nous donner seulement les informations que lui veut nous donner. Il ne va pas nécessairement tout nous donner. On va l'en voir avec les techniques de persuasion tout à l'heure. Biais de conformisme. Tendance à penser et agir comme les autres font. Si vous regardez la petite barre à gauche, il y a eu une étude que c'était, il me semble, je ne me rappelle plus si c'était 6 ou une dizaine de sujets. Je vais nommer 10 pour que ce soit simple. Donc, il y a 10 sujets. Vous faites partie des 10 sujets et vous devez dire si la barre de gauche ressemble plus en hauteur à la barre A, B ou C. Ce que vous ne savez pas, c'est que les 9 autres avec vous, c'est des acteurs. Et les 4-5 premières fois, ils vont
répondre la bonne réponse et après, ils vont tous nommer exactement la mauvaise réponse. Donc, par exemple, au début, ils vont répondre C et là, on change les petites lignes et rendu après 5 ou 6 fois, ils décident qu'ils vont dire la lettre B. Et vous, vous êtes le neuvième qui doit nommer. Donc, il y en a 8 qui vont nommer B et là, on est le neuvième qui doit parler. Mais un peu plus du tiers des gens vont volontairement nommer B pour faire partie de la foule, pour justement dire, ah ben si eux ils disent ça, peut-être que c'est à cause, peut-être c'est moi qui fais erreur. Et des fois, il y en a qui savaient qu'ils faisaient erreur, mais ils nommaient pareil pour faire partie du groupe. L'étude a été refaite il y a quelques années, c'était un pointeur laser. On mettait les gens dans euh, une pièce fermée dans le noir et on leur disait, avez-vous vu un pointeur laser? Pouc! Et là, il y a par exemple 9 personnes qui vont dire oui. Et là, vous ne l'avez pas vu. Et vous allez peut-être répondre oui. Mais c'est un biais de conformisme. Il y en a même qui ont un biais de post-rationalisation. Je ne sais pas, je l'ai mis après peut-être. Mais on tente de rationaliser a posteriori notre, disons, notre erreur précédente. Biais de croyance. Formation d'hypothèses et prise de décision en fonction de ce qu'on désire au lieu de prendre en compte les faits ou la rationalité. C'est pas pour rien que les fake news fonctionnent. Parce que est-ce qu'on est intéressé réellement à la vérité ou est-ce qu'on est plutôt intéressé à croire vrai les idées qui nous plaisent? Il y en a beaucoup qui croient à une vie après la mort. Mais je connais personne qui croit en une vie après la mort puis qui espère qu'il n'y a rien après la mort. Là. Il croit parce qu'il veut qu'il y ait quelque chose après la mort. Mais est-ce que c'est vrai? Ben, ça, c'est une autre question. Mais c'est pas pour rien. Notre biais de croyance, il peut être fort parce que des fois, on veut que ça marche, on veut continuer, on veut que ce soit efficace. Donc, le biais de croyance peut être fort. Évidemment, je vous dirais, si c'est la vérité qui vous intéresse, ce serait bien de s'y connaître sur la science. Biais de disponibilité. Tendance qui privilégie et surestime les informations immédiatement disponibles à notre mémoire sans chercher à enquérir des nouvelles concernant la situation. Il y avait eu un petit sondage qui a été fait à des gens. Oui, est-ce que c'est plus risqué une attaque de requin ou une attaque de chien? Et il y en a qui ont répondu à une attaque de requin, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus risqué de se faire attaquer par un chien, surtout si vous êtes au Québec. Là, je ne sais pas c'est quoi les chances au Québec pour ce qui est d'un requin, mais en fait, c'est qu'on a l'impression des fois que ça semble être plus risqué pour une chose. Un autre exemple, certaines catastrophes naturelles comme les tornades aux États-Unis, il y a beaucoup de médias qui vont parler des tornades ou des ouragans, alors que il y a beaucoup de tornades qui ne sont pas nécessairement si fréquentes que ça, mais vu qu'ils sont dans les médias, on a l'impression qu'ils sont très fréquentes. Un autre biais de disponibilité, on a tous l'impression, des fois, qu'on peut savoir comment fonctionne une bicyclette. Mais si on nous demande d'en fabriquer une, ben, on va se rendre compte peut-être qu'on ne sait pas comment ça fonctionne vraiment le mécanisme d'une bicyclette. Ce qui est normal, c'est normal. Donc, il y a peut-être des choses qu'on ne connaît pas tout, puis c'est là qu'on s'en rend compte. Biais de la tâche aveugle, remarquer les biais des autres et sous-estimer nos propres biais. Ah, ça, on est évidemment bon là-dedans, donc peut-être que vous allez le faire pendant la conférence. Ah oui, telle personne a ça, telle personne a ça, telle personne a ça, mais on a tous aussi nos propres biais. Biais de négativité, tendance à être plus affecté par les informations ou les événements négatifs qu'à ceux qui sont positifs. Donc, exemple, j'ai eu seulement 63% à l'examen, ça va pas, j'aurais dû plus étudier, puis la personne a eu 90% à tous les autres examens de la session. Bon, ça va pas si mal pour cette personne-là, mais elle va focaliser sur le 63% qu'elle n'a pas eu. Nous avons prélevé un échantillon et il y a moins de 1% de chance d'être cancéreux. Ouf, il y a quand même près de 1% de chance d'être cancéreux. J'ai pas l'impression que je vais être capable de dormir les prochains jours. Mais quand même, là, c'est comme il y a plus de 99% de chance de ne pas être cancéreux. Biais de proportionnalité causale, pensez que l'intensité d'un événement doit être proportionnelle à sa cause. Exemple, assassinat du président des États-Unis. Ah, la CIA est certainement impliquée. Tentative d'assassinat échouée du président des États-Unis, c'est juste un déséquilibré qui a manqué son coup. Donc, selon le résultat, on va juger l'événement avec ce biais de proportionnalité causale, si on peut dire. Euh, Toutes les données de mon ordinateur ont été effacées, mais au moins j'avais enregistré sur un disque dur. Donc, je suis correct. Toutes les données de mon ordinateur ont été effacées. Ah, je ne sais pas pourquoi il y a un S à l'ordinateur, mais enfin, j'ai tout perdu. C'est certainement un hacker. Donc, nécessairement, on peut penser à quelque chose de plus proportionnel. Biais de proportionnalité quantitative, croire que le nombre d'observations d'un événement est proportionnel au nombre d'occurrences de cet événement. On a l'impression, par exemple, qu'il y a énormément plus de cancers qu'avant, ce qui
peut être possible, mais en fait, il y a une chose qui explique quand même beaucoup ce biais, c'est que avec l'amélioration des imageries médicales, ben, on est en mesure de pouvoir détecter encore plus de cancers qu'avant. Donc, c'est quand même normal qu'on voit un petit peu plus de cancers. Biais de rationalisation post-décision, c'est formuler des réponses qui rationalisent a posteriori notre comportement. J'avais vu qu'une compagnie, un organisme, la plateforme d'achat nous a coûté 45 000 par année pendant 4 ans, puis pour vrai, elle a servi à rien. Et puis on dit, ben, on s'en est quand même un peu servi, donc on ne va pas revenir là-dessus. Mais en fait, c'est que la vraie chose, la vraie décision à prendre, c'est que même la première année, il aurait fallu arrêter d'acheter, de louer, c'était loué, là. Il aurait fallu arrêter de la louer à 45 000 par année parce que ça servait vraiment à rien. Donc, on essaie de. Ou si, admettons, vous avez acheté un T-shirt puis votre conjoint ou conjointe vous dit qu'il il est pas beau, puis ben, en fait, vous dites, bon, je peux l'utiliser pour peinturer. Tu sais, on essaye de revenir sur notre décision pour dire c'était pas un si mauvais choix que ça. Régression vers la moyenne. Cela est un petit peu plus intense, là. Ne pas considérer les fluctuations d'un processus aléatoire lors de l'interprétation d'une valeur. C'est même un biais qui est assez fort, malheureusement, même en recherche. Dans le fond, c'est juste pour dire que dans tout processus aléatoire, c'est normal que on- certaines données vont revenir vers la moyenne. Donc, si, admettons, on a une donnée qui est très haute, très élevée par rapport à la moyenne, c'est normal qu'une prochaine donnée va être beaucoup plus basse après. Euh, Si vous faites un exemple pour ce qui est des sportifs, prenez exemple sur vous. Si vous courez le 100 mètres à tous les jours, puis vous calculez le temps que vous faites les 50 prochains jours, puis je sais pas, on va donner un chiffron, vous le faites en 20 secondes. En moyenne, vous le faites en 18 secondes, les 50 jours. S'il y a une journée que vous le faites en 20 secondes, c'est pas impossible que la journée d'après, vous le faites peut-être en 17. Puis ça n'a pas de lien avec un autre biais sur les séries et les mathématiques, là. C'est juste pour dire qu'il y a des bonnes chances que vous allez revenir vers votre propre moyenne. Et vous remarquerez, il y a beaucoup de revues, de journaux sportifs qui vont montrer que certains sportifs sont moins bons après avoir gagné un championnat. Mais en fait, c'est normal parce que s'ils sont extrêmement bons une fin de semaine, c'est pas impossible que les fins de semaine suivantes, ils deviennent moins bons parce qu'ils vont revenir vers leur propre moyenne. Certains médias ont appelé ça comment ils appelaient ça le problème du gagnant ou je sais pas quoi, là. Mais en fait, c'est normal de revenir à la moyenne. Je vais vous donner un autre exemple en recherche qui a été faite. On a pris la pression sur certains patients et on a essayé de regarder les patients qui ont une pression très haute pour vérifier si un médicament fonctionne. Et après leur avoir donné le médicament test, on s'est rendu compte que la grande majorité des patients, leur pression avait diminué. Donc là, Eureka! Mais en fait, non. Si on prend des patients qui ont tous une pression haute, il est normal, ou à peu près, que leur pression va diminuer avec ou sans médicament. C'est normal, à moins qu'ils ont une autre pression standard, là. Si quelqu'un, je ne sais pas combien de base, là, mais au lieu d'avoir 120 sur 80, une pression de base de 150 sur 140. Mais en fait, c'est normal que même sans le médicament, il y a une basse pression. Donc, il faut faire attention parce que même il y a des études qui vont montrer qu'un médicament fonctionne pour se rendre compte plusieurs années plus tard qu'il ne fonctionnait pas tant que ça et que c'était pas mieux qu'un placebo. Euh, donc, si jamais vous faites des tests, que ce soit test de n'importe quoi, là, allons-y, test de quotient intellectuel, là. Bon, si vous faites un test de quotient intellectuel et vous refaites le test de quotient intellectuel la semaine d'après, ben, si vous avez une moyenne de quotient intellectuel de temps, ben, si vous avez fait un très bon score la semaine d'avant, c'est normal que vous allez peut-être faire un moins bon score après parce que vous allez revenir à la moyenne. Donc, c'est pas pour rien que malheureusement, disons, euh, encourager, de donner des bénéfices, si on peut dire, à des étudiants qui font des très bons scores, qui s'améliorent, et versus des étudiants qui se détériorent, ben, en fait, ils vont revenir vers leur moyenne. L'important, c'est qu'ils s'améliorent au fil du temps, c'est-à-dire qu'ils augmentent leur moyenne générale et pas seulement comparer seulement deux petites notes, là. Biais du survivant, qui est mon préféré.
Surévaluation des chances de succès d'une initiative en concentrant l'attention sur les sujets ayant réussi, mais qui sont des exceptions statistiques plutôt que des cas représentatifs. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des avions anglais qui allaient combattre des avions allemands. Et lorsque les avions anglais revenaient, on voit les petits points rouges qui étaient les trous de balles, si on pourrait dire. Il y a des gens qui ont dit, ah, on va renforcer les endroits qui ont les trous de balles. Jusqu'à temps qu'un ingénieur se dise, non, en fait, il ne faut pas renforcer les endroits qui ont des trous de balles. Parce que les endroits qui ont des trous de balles, c'est les avions qui ont été à la guerre, mais ils ont été capables de revenir. Il faut penser à tous les avions qui ont été à la guerre et qui n'ont pas été capables de revenir. Donc, il faut renforcer ailleurs. Et ça a donné lieu au billet du survivant. Donc, il faut penser au cimetière oublié, si on veut, parce que nous, tout ce qu'on a accès, c'est aux survivants. Exemple, vous croisez quelqu'un à l'épicerie qui vous dit, j'ai utilisé le pouvoir des cristaux et j'ai guéri mon cancer. Peu importe que le pouvoir des cristaux ou non, on croise un survivant. Il y en a peut-être 10 000 qui ont utilisé le pouvoir des cristaux, mais il y en a 9 999 qui sont décédés. Puis la seule personne qui a guéri, ben en fait, c'est celle qui est survivante. Les 9 999 autres, ils ne peuvent pas nous dire que les cristaux ne fonctionnent pas. On croit seulement le survivant. Puis oui, si vous avez un cancer, même de type 4, votre corps essaie de se défendre quand même. Je vous encourage quand même à utiliser la médecine, mais votre corps essaie de se défendre quand même. Je fume depuis 60 ans et je suis en bonne santé. Fumer est donc bon pour la santé. Je pense que je n'ai pas vraiment besoin de vous expliquer que c'est un billet du survivant. Info santé est inutile. Tous ceux qui appellent viennent à l'hôpital. J'ai entendu ça de 2 infirmières qui travaillent à l'hôpital, mais en fait, c'est un billet du survivant, ça. Parce que les gens qui travaillent à l'hôpital, ils voient seulement les gens qui appellent Info santé et qui vont à l'hôpital. Ils ne voient pas ceux qui appellent Info santé et qui ne vont pas à l'hôpital. C'est un billet du survivant. Donc oui, Info santé est utile. Pour avoir l'indépendance financière, faites comme moi, travaillez très fort, jour et nuit. Ça, il y a beaucoup de publicité sur Internet pour ça. En fait, pour avoir l'indépendance financière, c'est plus qui sont tes parents, dans quel environnement tu as été éduqué, c'est quoi les chances que tu as eues, quel succès tu as pu avoir au départ. Enfin, il y a plein d'autres choses, mais ça n'a pas nécessairement lien de travailler très fort jour et nuit. Euh, Par exemple, au Moyen Âge, nous vaincrons nos ennemis car Dieu est avec nous, et nous vaincrons nos ennemis car Dieu est avec nous. Et là, les deux armées s'affrontent. Une armée réussit. Ah, on a gagné parce que Dieu est avec nous. Mais en fait, Dieu était des deux bords. Enfin. Un autre exemple qui a été utilisé en recherche longtemps, c'est le chat parachute. En fait, il y a des... Je vais vous faire une petite vulgarisation, mais mettons, vous êtes des cliniques vétérinaires et là, vous recevez des chats qui ont tombé d'un certain nombre d'étages. Donc, il y a un chat qui est tombé du premier étage, des chats du deuxième, du troisième, du quatrième. Et là, vous vous rendez compte que au troisième étage, ils sont beaucoup plus blessés qu'au quatrième, cinquième, sixième ou septième étage. Et là, il y a des chercheurs qui ont comme inventé l'hypothèse du chat parachute, c'est-à-dire que lorsque un chat qui tombe d'un étage beaucoup plus élevé a le temps de remettre ses pattes comme il faut pour être en mesure de bien tomber sur ses pattes. En fait, c'est un biais du survivant. Parce qu'un chat qui tombe du septième étage a des maudites bonnes chances de mourir. Donc, on ne l'amène pas chez le vétérinaire. Alors, le vétérinaire, il ne reçoit que les chats qui sont blessés. Il ne va pas nécessairement recevoir les chats qui sont décédés. Alors, puis oui, on a tous déjà vu peut-être une vidéo d'un chat qui tombe du 11e étage puis qui a été capable de survivre, mais c'est un survivant. Donc, pendant des années, en fait, il y a eu l'hypothèse du chat parachute qui, jusqu'à temps qu'un psychologue a fait Hey, c'est un billet de survivant, ça. Et on a pu être en mesure de voir que c'était un billet de survivant. Est-ce que le succès, c'est du travail intense ou de la chance ou un peu des deux? Et ce, à quel pourcentage? Vous remarquerez, si vous voulez être un joueur professionnel du Canadien de Montréal, ben, il faut que vos parents le sachent bien longtemps d'avance parce qu'il faut que vous soyez né en janvier, février ou mars. Parce que, en fait, c'est que si vous êtes né en début d'année et que vous êtes atome, midget, puis vous avez 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous êtes un petit peu plus grand que les autres. Parce que quelques mois, à 5, 6, 7 ou 8 ans, ça a une énorme différence. Donc, il y a des bonnes chances que vous ayez plus de temps de glace, que vous ayez plus de temps de jeu, que vous pourrez plus vous améliorer. Et donc, malheureusement, la grande majorité des sportifs et même des astronautes, la chance joue énormément.
Même si un 2% de chance fait en sorte que ces niveaux-là, c'est euh, malheureusement un biais du survivant. Donc oui, vous remarquerez, il y en a évidemment qui ont énormément de talent, mais au sens où il y a des bonnes chances, il y a beaucoup de chances dans ces joueurs professionnels ou même les astronautes. Corrélation illusoire. Associer deux informations reliées ou exagérer la relation entre deux informations faiblement reliées. On voit beaucoup ça avec les pseudomédecines. Mais il y a des gens qui vont même penser, ah, j'ai pensé à mon frère et mon frère m'a appelé. En fait, il faudrait penser à toutes les fois que tu as appelé, que tu as pensé à ton frère et qu'il ne t'a pas appelé, et les fois que tu n'y as pas pensé, mais qu'il t'a appelé aussi. Ou ah, j'ai gagné le premier prix grâce à ma bretelle porte-bonheur ou quelque chose comme ça. Donc, on peut penser qu'il y a une corrélation, mais il n'y a pas de causalité. C'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie qu'il y a plus des grenouilles. Bon. Coût irrécupérable, lui, est quand même assez puissant. C'est poursuivre une initiative dont les coûts dépassent les bénéfices, sachant que du temps, des efforts ou de l'argent ont déjà été investis. Exemple, continuer de travailler sur un projet qui va tomber à l'eau parce qu'on a déjà investi beaucoup de temps ou d'argent dans celui-ci. Garder un objet qu'on n'utilise pas, sachant que nous l'avons payé cher. Rester dans une relation qui nous rend malheureux parce qu'on ne veut pas recommencer à zéro. Jouer un jeu parce qu'on l'a payé, parce que ça fait longtemps qu'on nous avons joué, même si nous n'avons pas envie d'y jouer. Garder un emploi ennuyeux car ça fait déjà plusieurs années que nous y travaillons. Continuer d'écouter un film inintéressant étant donné que nous avons déjà écouté une bonne partie. Et ce billet-là est encore plus fort au cinéma. Hein. Ah, j'ai payé mon billet, je reste ici. En fait, la vraie solution, c'est de partir s'il n'est pas intéressant le film après une demi-heure. Là. Poursuivre nos études universitaires dans un domaine que nous n'aimons pas, car nous avons déjà fait la moitié du premier cycle. Donc, les coûts irrécupérables est quand même très, très fort, même si la bonne solution, des fois, c'est de se remettre en question. Le, le- les conseils que je donne pour ces coûts-là, les coûts irrécupérables dans mon livre, c'est euh, si ça arrivait à quelqu'un d'autre, quel conseil vous y donneriez? Est-ce que vous le percevriez? Donc, je donne d'autres conseils, là, mais ça, c'est un des exemples. Effet Barnum. Accepter une vague description de la personnalité comme s'appliquant spécifiquement à elle-même, c'est utilisé en astrologie, graphologie, numérologie, chiromancie, horoscope, voyance et plein d'autres. Si, admettons, je vous dis des choses comme ah, vous avez des projets que vous aimeriez réaliser, les gens que vous aimez comptent beaucoup pour vous. C'est des phrases qui s'appliquent à tout le monde. Mais des fois, on a l'impression que ça s'applique à nous, mais en fait, vu que ça s'applique à tout le monde, c'est un effet Barnum. Effet de halo attribué à quelqu'un sur la base de son apparence physique. Il y avait quelqu'un qui avait parti un site de rencontre et il était maniaque des statistiques aux États-Unis et il s'était rendu compte que les personnalités de 1 à 5, là, on pouvait les noter les gens, puis il y avait un petit texte de personnalité et une image pour le physique. C'était complètement corrélé. Même si des gens, au niveau physique, euh, avait une très belle image, quelqu'un d'une très belle apparence, mais avait aucun texte de personnalité. Il pouvait avoir 5 sur 5 de personnalité alors qu'il n'y avait aucun texte. Ce qui est totalement bizarre. Et une étude un petit peu plus dramatique, je vous dirais, c'est que si vous êtes moins attirant physiquement, vous avez non seulement plus de chances d'être coupable, mais en plus, votre peine est plus sévère. Donc, si votre attractivité est faible, ben, c'est ça, vous avez plus de chances d'être coupable, mais la peine va être plus sévère. Puis si vous êtes beau ou belle dans la, disons, dans la pensée actuelle, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, vous avez moins de chances d'être coupable et la peine est moins sévère. L'étude qui avait été faite, c'est qu'il avait juste changé la photo, il avait gardé le même texte, puis il avait demandé à des faux juges, à des sujets de, disons, cocher la culpabilité et la peine que les gens devaient avoir. Et plus la personne est beau ou belle, eh bien, moins elle a de chances d'être coupable, ce qui est un peu triste quand on y pense. Effet de mésestimation des compétences, il y en a qui vont appeler ça l'effet Dunning-Kruger. Surestimation de notre compétence dans un domaine lorsque nous ne sommes pas très compétents ou sous-estimation de notre compétence dans un domaine où nous sommes compétents. Il y avait eu un sondage qui a été fait sur des conducteurs américains. On leur a demandé, selon vous, êtes-vous inférieur, égal ou supérieur à la médiane? Pas la moyenne, à la médiane. Et plus de 93% des gens ont dit qu'ils étaient supérieurs à la médiane pour ce qui est de conducteurs automobiles. Donc, ils se considéraient meilleurs que la médiane, ce qui fait pas de sens. Et ce sondage a été repris beaucoup, même pour des enseignants, pour des conférenciers, pour peu importe. Euh,
Pour paraphraser Étienne Klein, on est tous pour ou contre le nucléaire, pour ou contre les nanosciences, pour ou contre les OGM. Mais qui d'entre nous sait ce qu'implique E égale MC2, comment fonctionne une réaction de fission, c'est quoi un OGM, c'est quoi les nanosciences? Presque personne. C'est pas trop grave quand on est dans un souper entre amis puis qu'on donne notre opinion, puis notre opinion n'est pas basée sur vraiment de connaissances. On a des croyances générales, mais on n'a pas de connaissances profondes. Mais lorsque notre parole mérite d'être entendue, que ce soit surtout en entrevue sur Internet ou dans les médias, ben là, il faut peut-être faire un petit peu plus attention à ce qu'on dit, ce qui est un petit peu normal. On l'a bien entendu durant la COVID, je ne suis pas médecin, mais ça, c'est comme après une déclaration d'incompétence, on donne notre opinion, ce qui s'appelle aussi l'ultracrépidarianisme, pour un mot savant qui, je vous en parlerai tantôt si vous me posez des questions là-dessus. Effet de simple exposition. Augmentation d'un sentiment positif envers quelqu'un ou quelque chose par l'exposition répétée. Donc, on peut avoir des publicités d'épicerie, de voitures, de quincaillerie, de boutiques, les shampoings, les rasoirs. En fait, c'est que plus on nous montre quelque chose, plus on va y faire confiance sans même jamais initialement se poser la question à savoir si c'est vrai, si c'est efficace, si c'est bon, si ça fonctionne. C'est pas pour rien que beaucoup de gens peuvent croire en Dieu, parce que surtout quand ils sont nés là-dedans, enfin ils se font dire que Dieu existe, donc ils se sont jamais vraiment posé la question. Ils s'en vont à 15, 16, 17 ans, puis ils se disent, ouais, finalement, est-ce que ça existe vraiment? Mais il y en a qui se posent pas nécessairement la question. Euh, mais faites simple exposition, tu sais, je vous avais dit que les biais cognitifs, c'est pas nécessairement négatif. Ça vient un peu avec reconnaître un visage humain. Si vous êtes perdu dans le bois puis vous voyez un humain, vous allez normalement aller être porté vers lui plutôt que vers un grizzly, disons. Euh, mais n'empêche que c'est ça, l'effet de simple exposition, c'est pas pour rien pourquoi des fois il y a des pubs de restaurants. C'est que si après 8 pubs, ben, peut-être qu'on va se dire, ah, ça doit être bon. On ne s'est jamais posé la question si ça l'était. Effet retour de flamme. Conduit des personnes confrontées à des preuves logiques et claires qui contredisent ou invalident leurs croyances, à les rejeter et se sentir confortés dans leurs croyances initiales. Dans le fond, c'est que plus on va montrer des faits envers une personne, eh bien, sauf ceux qui sont intéressés par les débats rationalité, mais plus certaines personnes vont rejeter, vont se sentir confortées dans leurs croyances et les rejeter. Et je tiens à vous dire, le chapitre 8 de mon livre, c'est-à-dire comment convaincre cordialement sans débattre avec l'entretien épistémique, c'est pour combattre ce biais cognitif-là plus spécifiquement. Négligence de la taille de l'échantillon. Donc, oublie de considérer la fréquence de base de l'occurrence d'un événement pour en évaluer la probabilité. Il y a des gens qui vont à Lourdes en France, ils vont dire, bon, par exemple, la Vierge Marie m'a guéri de ma tuberculose, c'est un miracle. Il y a des gens qui vont, c'est ça, à Lourdes pour guérir de leur tuberculose, de leur cancer, peu importe. Donc, la personne va dire, ah, c'est un miracle, ma tuberculose a guéri. Mais en fait, ce qu'il faut garder, c'est combien de personnes ont été à Lourdes pour guérir. Et on s'est rendu compte, depuis 100 ans, il y a plus de 70 millions de personnes qui ont tenté de guérir. Puis combien ont guéri? À peine quelques dizaines. Donc, quelques dizaines sur 70 millions, c'est très loin d'être un miracle. Et oui, votre corps essaie de se défendre. J'ai fait des rêves prémonitoires. J'ai rêvé que notre équipe allait gagner et elle a gagné. Mais en fait, il faut regarder tous les rêves que tu as faits. Puis il faudrait vraiment vérifier qu'ils se sont réalisés. Puis il faudrait avoir un temps, il faudrait être capable de le calculer. Enfin, le médium de l'émission a demandé aux 2 millions de téléspectateurs d'allumer les ampoules de leur maison pendant 5 minutes et il en a fait éclater 35. J'avais vu ça dans les années 90. Mais en fait, 2 millions de téléspectateurs qui allument les ampoules de leur maison, si on considère que les ampoules ont une durée de vie de 2000 heures ou 5000 heures, mais 35, c'est pas beaucoup. Je tiens à vous dire, là, il n'est pas très bon, le médium qui les a fait éclater. Euh, c'est normal que des ampoules pètent quand on les allume, quand on allume 2 millions. Il y a plus de gens vaccinés qui attrapent la maladie. C'est clair qu'il vaut mieux ne pas se faire vacciner. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est quelle est la proportion des gens qui sont vaccinés versus pas vaccinés. Exemple, j'avais vu dans un village qu'il y avait 90% des gens qui étaient vaccinés et 10% des gens qui n'étaient pas vaccinés. Parmi ceux qui étaient vaccinés, 10% ont attrapé la maladie, donc 9, il était 90, 9. Et parmi les 10% pas vaccinés, 50% ont attrapé la maladie, donc 5. Donc effectivement, il y en a 9 qui sont vaccinés qui ont la maladie, puis d'ailleurs, ont la maladie moins pire d'ailleurs. Euh, et ceux qui ne sont pas vaccinés, il y en a seulement 5 qui ont la maladie.
Mais il faut regarder la proportion des gens vaccinés versus pas vaccinés, parce qu'il y en a 9 fois plus qui sont vaccinés. Et en fait, quand on fait la proportion, ben, au final, c'est mieux de se faire vacciner. Il y a des phrases codées dans la Bible. Si on prend une lettre sur trois, une lettre sur quatre, une lettre sur cinq, il y en a qui vont dire, hey, on est capable de faire des phrases et ça amène des prophéties dans la Bible. Mais c'est la négligence de la taille de l'échantillon. La Bible, c'est ça d'épais. Il y a des milliers, 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 il y a des dizaines de milliers de mots. Il y en a pas mal plus que ça. Et en fait, on a fait la même chose avec Moby Dick. C'est-à-dire, on a regardé une lettre sur trois, une lettre sur quatre, une lettre sur cinq. Puis dans Moby Dick, il y a exactement les mêmes prophéties, il y a exactement les mêmes choses. C'est donc normal qu'un livre qui est très épais, qui a beaucoup de mots, qu'on peut trouver des phrases codées. Donc, la Bible n'y échappe pas, puis Moby Dick n'y échappe pas, puis probablement que même mon livre n'y échappe pas. Si l'on a 5 coups de soleil pendant que nous sommes enfants, nous augmentons notre risque de mélanome de 80%. Mais c'est quoi notre risque de mélanome de base? Ce serait bien de connaître ça. Tu sais, si notre risque de mélanome de base est de 0,004, ben, ça veut dire que si ça augmente de 80%, c'est 0,004 fois 0,80%. Le nombre pi revient énormément de fois dans la pyramide de Khéops. C'est sûrement pas une coïncidence. En fait, on aurait pu prendre le nombre pi, on aurait pu prendre le nombre d'or, on aurait pu prendre n'importe quel nombre, puis on se rend compte dans à peu près toutes les constructions, les architectures, c'est normal de voir certains nombres qui sont là. Et d'ailleurs, le nombre pi, ce serait bien qu'il soit précis, parce qu'il y en a qui vont dire, ah, c'est le nombre pi, mais c'est 3,15. Ah non, quand on calcule, c'est pas ça pi. Euh, puis à vous dire, il y en a qui vont dire que certains bâtiments, comme les pyramides, les plus vieux bâtiments, ils sont beaucoup plus solides que les bâtiments qu'on fait aujourd'hui. C'est un biais du survivant. Parce que les seuls qu'on voit aujourd'hui, c'est ceux qui sont solides. On ne voit pas ceux qui n'étaient pas solides puis qui ont été détruits. Théorème de la crédulité informationnelle. Ça vient de Gérald Bronner, de la démocratie des crédules. Plus il y a de l'information disponible dans l'espace public, plus la probabilité de trouver de l'information qui va dans le sens de nos idées est forte. Avec Internet et qu'on est connecté partout dans le monde, si jamais vous croyez aux sirènes, puis bon, vous êtes le seul à croire aux sirènes dans votre famille, dans vos amis, et là, vous regardez un groupe Facebook J'aime les sirènes, puis il y a plus de 2000 personnes qui sont dedans, ben là, vous dites Ah, ben, c'est la preuve que les sirènes existent, alors que non. En fait, vous avez fait un peu de cherry picking, si on peut dire. Vous avez été voir dans l'information publique, c'est normal qu'il y a des gens qui ont des croyances comme les vôtres. Puis ça peut être des croyances vraiment loufoques, mais c'est normal. Ou, mettons, si je vous donne un exemple de donner de la nourriture crue à votre animal, puis là, les vétérinaires que vous croisez disent non, non, faites pas ça, il peut y avoir des bactéries, puis ils peuvent se transmettre à vous. Mais là, vous trouvez des gens sur Internet qui vous disent non, 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 c'est bien de donner la nourriture crue, mais c'est normal que vous allez trouver des gens qui pensent comme vous. Puis non, donnez pas de la nourriture crue à vos animaux. Deuxième partie, technique de persuasion. Il va en avoir moins, mais là, je pense que je vais vous donner les références seulement à la fin. Donc, je vais vous donner certains conseils à chaque technique de persuasion, un peu comme les biais cognitifs dans mon livre, mais les biais cognitifs, je ne vous l'ai pas donné, je vous ai donné les références à la place. Alors, une technique de persuasion, c'est produire une initiative dans le but d'avoir un impact sur le comportement d'une personne. Je tiens juste à vous dire, oui, il y a des techniques de persuasion qu'on peut utiliser sans même s'en rendre compte. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui fait une technique de persuasion est un manipulateur nécessairement. On peut manipuler sans même s'en rendre compte. Mais évidemment, je vous les présente. C'est pas pour que vous les utilisiez, c'est pour que vous puissiez être en mesure de les reconnaître pour mieux les déjouer. Euh, je vous ai parlé des biais cognitifs, mais les biais cognitifs peuvent être utilisés comme des techniques de persuasion. Donc, on peut parler de l'effet Barnum, que des médiums et des astrologues peuvent tenter de manipuler les gens. Un biais de cadrage, un vendeur qui vous dit ah, tiens, telle maison est à tel prix, puis dans le fond, il veut juste monter le prix. Biais de cadrage illustratif, biais d'ancrage, excusez, je me suis trompé. Mais n'empêche qu'on on peut utiliser les biais cognitifs à notre insu et ça peut être utilisé comme des techniques de persuasion. Mais là, on va voir vraiment les techniques en tant que telles. Amorçage. Demander une requête sans dire les inconvénients. Et une fois la requête acceptée, là, on mentionne les inconvénients. On n'en voit plus vraiment aujourd'hui. Je ne sais pas si vous en croisez, mais ça vient un peu avec des gens qui font le pouce sur le bord de la rue. Tu sais, ils font du pouce pour que quelqu'un arrête.
Donc, par exemple, il y a une personne très attirante, si on pourrait dire, un peu comme tantôt ce que je disais pour un autre billet, qui fait du pouce, la voiture arrête, et là, dès que la voiture arrête, il y a d'autres personnes qui sortent du buisson. Mais là, la voiture est arrêtée. Donc, le conducteur se sent mal de repartir. Donc, il va rester pour accueillir tous les gens qui sont là. Ou admettons, je dis un document, c'est euh, je dis à un collègue, hey, j'ai un dossier, est-ce que tu pourrais le prendre? Tu sais, t'es peut-être plus à l'aise avec ça, ta. Et là, il dit, oui, oui, je vais prendre le dossier, pas de problème. Et une fois qu'il a accepté, je dis, OK, merci. En passant, il est dû pour demain matin à 8 heures. Tu sais, dès que Dès que j'y ai fait accepter le fait qu'il prend le dossier, c'est là que je dis un inconvénient. C'est une technique de persuasion, ça. Ou, admettons, vous dites à quelqu'un, hey, je pourrais pas aller chercher ma soeur à l'aéroport, est-ce que tu pourrais y aller à ma place? Euh, OK, je vais y aller. Parfait. C'est à 3h30 du matin dans une semaine. OK, bon, ben, d'accord. Dès qu'on accepte quelque chose, après, on, on mentionne les inconvénients. Donc, conseil, si l'on avait su les inconvénients avant, est-ce qu'on aurait quand même accepté la requête? Nous pouvons revenir sur notre décision et ne plus accepter la requête. Changement intérieur. Travailler fort sur une offre alléchante et avant la décision définitive, le persuadeur redresse le tir pour produire une offre moins alléchante. Par exemple, si vous magasinez pour une voiture ou une maison, on va y aller avec la voiture. Euh, Si, admettons, vous voyez le prix est écrit 18 900 pour une voiture, et là, vous travaillez fort, vous faites un essai routier, et là, après, le prix n'est pas de 18 900, il est de 19 800, qui est quelques centaines de dollars de plus. Là, hey, il était ce prix-là. Et là, le vendeur vous dit, ah non, ça, c'était le prix de la semaine passée, il était plus bon. Mais en fait, vous avez travaillé fort pour un prix qui était indiqué de base. Donc, un petit conseil, lorsqu'on produit des efforts pour une offre, on peut s'assurer que l'offre est véridique et bien exprimée. Si le persuadeur retire un avantage, on peut redemander cet avantage car nous avons fait des efforts grâce à cet avantage. Sinon, on peut refuser l'offre. Il y a beaucoup d'exemples de vendeurs que je pourrais vous dire là-dessus. Là. Vous achetez une voiture, mais finalement, il n'y a pas de pneu qui vient avec. C'est un peu étrange, là. Donc il faut racheter les pneus après. Étiquetage. Flatter ou complimenter ardemment pour accentuer un comportement. Les enfants sont bons là-dedans. Mon meilleur papa du monde, est-ce que tu veux m'acheter une palette de chocolat? Fait que là, devant le monde, faut que si je veux être le meilleur papa du monde, il faut que j'y achète une palette de chocolat. Ou, le meilleur collègue du monde, veux-tu aller me chercher un café? Donc, c'est une façon de manipuler. Donc, c'est pas parce que quelqu'un nous flatte dans le sens du poil qu'on doit faire tout ce qu'il veut. Et pousser à l'extrême, c'est pas parce que quelqu'un nous a bien traités dans le passé qu'il a le droit de mal nous traiter dans le futur. Dans mon livre, j'ai une section sur les gourous et les sectes et je parle d'autres types de manipulation mentale. Là, je vous présente seulement des techniques de persuasion, pas des techniques de manipulation mentale forte des gourous. L'heure. Offrir un avantage pour inciter un comportement, et une fois le comportement exécuté, l'avantage n'existe plus, forçant à le persuader à acquérir autre chose moins avantageux. Donc, on le voit très souvent, une boutique qui dit jusqu'à 80% de rabais, puis finalement, c'était juste une paire de bas, puis tout le reste, il n'y a presque pas de rabais. Mais très souvent, on ne veut pas s'être déplacé pour rien, donc on peut acheter quand même quelque chose d'autre. On ne veut pas repartir les mains vides, mais le vendeur a été content, lui. Il vous a attiré vers son magasin. Vous avez fait des efforts, vous ne voulez pas repartir. En fait, on peut se donner comme but que si l'offre ne tient plus, nous ne prenons aucune autre décision sur une offre moins alléchante. Libre choix. Celle-là, j'en reviens pas. Là. Vous pourrez aller voir les références après là, c'est fou. Affirmer à l'interlocuteur qu'il est libre de faire ce qu'il veut lors d'une formulation de la requête. Si je vous dis, l'étude a été faite sur, c'était des gens qui quêtaient de l'argent pour se rendre compte que quand ils quêtaient, il y avait par exemple 10% de chance que les gens leur donnent de l'argent. Mais s'ils ajoutaient une phrase pour dire que les gens étaient libres, ça augmentait énormément leur chance que les gens leur donnent de l'argent. Donc, leur dit, avez-vous 25 cents, mais vous êtes libre de m'en donner ou non. Les gens ont plus de chances de donner de l'argent. Le fait d'ajouter, mais vous êtes libre de m'en donner ou non. Ça, j'en reviens pas, là, mais bon, ça donne que c'est une technique de persuasion qui semble fonctionner. Rappelons-nous que lorsqu'une personne nous assure que nous sommes libres de faire ce que nous voulons, réfléchissons soigneusement à savoir si nous voulons vraiment la requête ou non.
Œil public, un engagement rendu public est un engagement durable. Donc, si vous faites dire quelqu'un quelque chose publiquement, tu sais, si vous êtes à un souper entre amis, puis là, il y a des gens qui vont affirmer quelque chose de loufoque, ben, le lendemain, ils se rendent compte qu'ils ont eu tort et ils veulent pas nécessairement revenir sur leur décision parce ils l'ont affirmé publiquement. Ou quelqu'un qui, disons, écrit un message sur Facebook, sur les réseaux sociaux, puis là, il se rend compte qu'il a eu tort. Très souvent, il va pas, il va pas dire qu'il a eu tort, il va supprimer son message. Il va pas vouloir accepter qu'il a eu tort. Donc, n'hésitons pas à changer d'avis si nous nous retrouvons dans l'erreur, même pour une affirmation dite publiquement. Et c'est pour ça que même moi, je suis prêt à changer d'avis sur tout ce que je vous présente aujourd'hui, tout ce qui a une valeur de vérité. Je suis prêt à changer d'avis là-dessus. Sinon, je ne serais pas un bon penseur critique. Perception contrastée. Observez la distinction entre deux choses où nous voyons la deuxième comme plus différente qu'elle ne l'est en réalité. Si on voit une paire de souliers à 80 peut-être qu'on ne voudra pas l'acheter. Mais si on vient d'acheter un veston à 795 et là, le vendeur vous dit, voulez-vous avoir les souliers qui vont avec? Justement, ils sont seulement à 80 mais vu qu'on vient d'acheter quelque chose à 795 mais on va trouver que 80 c'est pas tant que ça. C'est pas pour rien que je vous donnais l'exemple de la voiture tout à l'heure. Si on achète une voiture à 40 000 puis là, ensuite, on ajoute l'air climatisé, les pneus d'hiver pour l'année d'après, les autres affaires, toutes choses de luxe, pour se rendre compte que ça nous coûte 52 000 au lieu de 40, bien, ça fait une différence de prix énorme en ajoutant toutes ces petites cocosses-là. Donc, pensons à tout ce qu'on connaît, et pas seulement le dernier objet que nous avons pris par rapport au premier. Aurions-nous acheté ou utilisé le deuxième produit si le premier n'était pas là? Est-ce que le deuxième produit est absolument essentiel? Pied dans la bouche. Introduire une formule de politesse ou un élément empathique avant de produire la requête. Comment allez-vous? Évidemment, tout le monde, on va tous dire bien, même si on ne va pas nécessairement bien. Donc, on s'est rendu compte qu'effectivement, quand on a à demander quelque chose à quelqu'un, le fait de demander comment allez-vous d'abord augmente nos chances de réussite. C'est pas pour rien que quand on vous appelle pour des sondages, on commence à dire comment allez-vous? Et on a plus de chances d'accepter et de répondre au sondage ou d'envoyer de l'argent à une œuvre de charité, peu importe. Euh, donc, même si nous demande comment nous allons, concentre-nous sur la requête en elle-même. Est-ce qu'elle nous intéresse vraiment? Pied dans la porte. Demandez un comportement facile ou peu coûteux pour ensuite demander un comportement plus difficile ou plus coûteux. Voulez-vous signer ma pétition pour préserver notre environnement? Bien sûr, c'est important de préserver notre environnement. Et là, plus tard, la personne a dit, ouf, il y a beaucoup de déchets un peu partout, voudriez-vous m'aider à ramasser? Bon, j'ai dit que je me souciais de l'environnement, je vais t'aider à ramasser. Mais peut-être la personne, au départ, elle voulait juste que tu l'aides à ramasser les déchets. C'est correct de ramasser des déchets pour l'environnement, mais l'étude qui avait été faite, je pense que c'était est-ce qu'on pourrait mettre une petite pancarte sur votre terrain pour une semaine? Et on s'est rendu compte que quelques semaines plus tard, on leur demandait de mettre une géante pancarte et ceux qu'on leur avait mis une petite pancarte avaient plus de chances d'accepter que ceux qu'on leur avait pas mis aucune pancarte. Donc, c'est pas parce qu'on fait un petit engagement qu'on est obligé de faire le second. Demandons-nous si c'est bel et bien conforme à nos valeurs et à nos choix réfléchis. Et il y a aussi une escalade d'engagement là, que je parle aussi dans le livre lors des manipulations mentales. C'est pas pour rien que des fois, des gourous peuvent en, je vais pas dire enchaîner, mais faire en sorte que des gens puissent petit à petit faire de plus en plus de choses pour eux, qui est une escalade d'engagement. Principe de rareté ou d'urgence, une pression sociale qui nous pousse à acquérir quelque chose sous prétexte qu'il ne sera plus disponible prochainement. Donc, ça, probablement que non seulement vous l'avez vu, mais vous allez encore le voir. Il nous en reste que deux, il nous en reste que trois. Il y a plein de boutiques qui font ça, il y a plein de magasins qui font ça. Prenons le temps de réfléchir à savoir si nous avons vraiment besoin du bien proposé, puis si jamais on pense vraiment manquer une offre, d'autres offres du même ordre viendront dans le futur. Il va toujours en avoir de toute façon. Règle de réciprocité. Cela est probablement un des plus puissants qui existent. Si on reçoit un bien ou un service, on va nous efforcer d'offrir quelque chose en retour. Même quelqu'un qui nous donne un cadeau qu'on n'a pas besoin, ça nous donne un sentiment de dette que on va avoir le goût, une force en nous de devoir y donner quelque chose d'autre. Quelqu'un nous invite à souper, ah merde, il va falloir le réinviter à souper. Un voisin vous amène un casseau de fraises, vous allez vouloir y amener quelque chose d'autre. Donc, c'est une règle de réciprocité. Et oui, payer des verres à quelqu'un augmente les chances de coucher avec.
Faites-vous-en pas, les études ont été faites de façon rétrospective, elles n'ont pas été faites de façon prospective, puis vous pourrez les voir à la fin. Donc, si quelqu'un nous offre quelque chose, en avons-nous vraiment besoin? Si on n'en a pas besoin, peut-être qu'il faudrait ne rien donner en retour ou donner quelque chose dont on n'a plus besoin. Et si notre tendance était de donner quelque chose, est-ce que ce qu'on donne, c'est équitable? Rejet puis modération, rejet, retrait ou porte-au-nez, elle peut être appelée différemment selon le cas. C'est formuler une requête trop importante pour qu'elle soit acceptée et ensuite formuler une requête moins importante pour qu'elle soit plus facilement acceptée. Hey chérie, est-ce qu'on va en camping pendant 2 semaines? Ah, 2 semaines? Non, 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 j'irai certainement pas en camping. OK, une fin de semaine. Ah, une fin de semaine, oui. Mais votre but, c'était d'y aller juste une fin de semaine. Vous ne voulez pas y aller 2 semaines, mais si vous y aviez offert une fin de semaine au départ, elle n'aurait peut-être pas accepté. Donc, le fait d'y avoir dit 2 semaines, pouf, ensuite, on offre une fin de semaine, puis elle accepte. Donc, ça, c'est rejet puis modération, rejet retrait ou porte tourner. Ou j'avais vu un autre exemple, c'est ah papa, tu sais, l'après-balle en secondaire 5 là, tu sais, Sylvie, finalement, je l'ai mis enceinte. Ah, quoi? Non, c'est pas vrai. J'ai échoué mon examen de biologie à session, donc il va falloir que je le reprenne à la prochaine session. Donc, tu sais, il a dit quelque chose de tellement fort que ça passe correct le fait qu'il a échoué son examen. Donc, si la demande modérée était la demande initiale, est-ce qu'on l'aurait vraiment acceptée? Et si la personne est de bonne foi, elle aurait généralement dit toutes les informations au départ. Et oui, comme je vous dis, on peut utiliser des techniques de persuasion sans s'en rendre compte. Et il y en a plusieurs autres, là, le bol, le sac à main, le toucher, la crainte puis soulagement, le pied dans la mémoire, etc. Crainte puis soulagement, il avait fait ça pour ce qui est des gens qui devaient avoir un ticket de stationnement, un billet de stationnement. Euh, mais en fait, c'était seulement des gens qui mettaient un petit pamphlet pour participer à une rencontre ou quelque chose, puis faire un don. Donc, quand on voyait notre voiture, on avait l'impression qu'on avait un ticket de stationnement. Mais quand on arrivait, on se rendait compte, ah, c'est pas un ticket, c'est juste pour faire un petit don à un œuvre de charité. Et la personne arrivait en même temps. Ah oui, je vous ai mis ça sur votre pare-brise si vous voulez faire un petit don de 5 dollars. Mais là, vous êtes content, vous avez eu une crainte, puis vous avez un soulagement, puis au lieu de payer 42 pièces ou 52 pièces de ticket de parking, ben là, vous faites un petit don de 5 ou 10 dollars. Ben, vous êtes prêt à faire un don de 5 ou 10 dollars. Donc, la crainte du soulagement était très, très fort. Puis tu fais ça dans un stationnement gigantesque, là, donc, enfin. Euh, donc, pour ceux qui pensent qu'ils ne se font pas manipuler, selon toi, est-ce que le gouvernement influence les votes aux élections? C'est sûr. Selon toi, est-ce que le gouvernement a influencé ton vote aux élections? Jamais. Donc, tu sais, il- la conférence, c'est aussi les biais cognitifs, les techniques de persuasion. On peut tout se faire avoir, tout le monde. Moi y compris, là. Je peux me faire manipuler, je peux me faire avoir. Si vous êtes intéressé, je me suis basé beaucoup influence et manipulation, comprendre et maîtriser les mécanismes techniques de persuasion. Vous en avez ici. C'est pour ça que je n'avais pas mis toutes les références à chacune des diapos comme les biais cognitifs. Mais si vous êtes intéressé, il y a ceux-là. Et aussi, là, je vous ai présenté des techniques de persuasion. Mais quelqu'un qui veut les utiliser, il ne va pas nécessairement en utiliser une seule. Il peut en utiliser plusieurs. Et plus il les combine, plus il y a de chances de succès. Et vraiment beaucoup. Voici un exemple. Comment allez-vous? Pied dans la bouche. Je vais très bien, merci. Vous? Ça va très bien. Voici une revue gratuite sur le développement personnel. C'est pour vous, je vous la donne. Règle de réciprocité. Ah, merci. J'offre des formations de développement personnel. Je veux vous dire que vous seriez un excellent candidat pour aider les gens. Étiquetage. Car j'ai vu de vos messages sur les réseaux sociaux et vous êtes très engagé dans la société. Œil public. Je vous encourage à venir pour ma prochaine formation, mais vous êtes libre de venir ou non. Libre choix. Ah, c'est gentil, je vais y penser. Combien ça coûte? C'est normalement 200 dollars, mais pour votre première formation, c'est 80 de rabais, donc seulement 40 dollars. Perception contrastée. D'ailleurs, il ne reste que 3 places disponibles. Principe d'urgence. D'accord, pour 40 dollars et vous m'avez donné une revue, je vais venir. C'est à 130 km d'ici. Amorçage. Oh, 130 km, non, c'est beaucoup trop loin. Oh, pardon, pas 130 km, mais 30 km, mon erreur. Rejet puis modération. Hey, on s'entend, même à 30 km, on n'aurait pas nécessairement accepté. Ah, 30 km, OK. Bon, je vais d'accord. Mais on a été plus haut, elle est revenue en dessous.
D'ailleurs, si vous amenez quelqu'un avec vous, c'est gratuit pour vous et 40 $ pour la personne que vous amenez. Ça peut être avantageux et si vous partagez la formation sur les réseaux sociaux, vous avez un rabais de 10 $ pied dans la porte où le persuadeur va demander autre chose plus tard à la formation. Donc, il demande un petit engagement et rendu à la formation, il pourra demander d'autres engagements. Il y aura également beaucoup de produits à rabais avantageux. L'heure. Ça m'encourage encore plus. J'en prends bonne note. Donc là, c'est un exemple disons, de combinaison de techniques de persuasion. Et en passant, c'est pas des exemples pris au hasard, hein. Je veux dire, tous les exemples, même de biais cognitifs, c'est des exemples que j'ai vus ou entendus, là. Donc, oh, pardon. C'était un peu la conférence que je voulais vous donner sur les biais cognitifs et techniques de persuasion, justement sur le livre qui, dans le fond, c'est le chapitre 2 et 3 sur les 8 chapitres. Donc, guide ultime pour distinguer le vrai du faux. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez été intéressé, que vous avez appris des choses. Donc, ou même si ça a été un petit rappel pour certaines personnes. Euh, excusez, parler pendant 1 heure et demie de temps avec un influenceur, c'était un petit peu plus difficile. Et je vous ai mis la table des matières dans le chat. Donc, si jamais vous êtes intéressé, ça, et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions que, que, que vous pourriez avoir, ou même juste discussion comme ça, là. Que ce soit même sur mon passé, sur autre chose, sur d'autres sujets, sciences, pseudosciences, comment reconnaître un expert, ma thèse. Qu'est-ce qu'un scientifique? C'est d'ailleurs le premier article que j'ai envoyé à Science and Education, parce que je trouve que, disons qu'il y a beaucoup de gens qui ont le terme scientifique un peu trop facile. C'est quoi un vrai scientifique? Est-ce qu'on est capable de savoir c'est quoi? Eh bien, c'est le premier article que j'ai envoyé. Il n'est pas encore accepté. Il est envoyé sous peu. L'éditeur l'a accepté, mais il faut que les reviewers l'acceptent. Donc, je ne peux pas encore vous le dire, malheureusement. Ben, je pourrais vous le dire, mais je peux. Ce n'est pas approuvé par la communauté encore. Merci pour la conférence. Fait qu'on va passer un peu à la période de questions. Euh, Vous êtes t'es dans quel coin? Je pense que c'est pas, t'es à Québec ou Je réside à à Nicolet. Trois-Rivières? Oui, MCQ, c'est pour Mauricie Centre du Québec. C'est moi qui fais OK. l'acquisition des machines médicales qui coûtent C'est plus pour que ça 10 qu'on 000 fait par kilomètre, c'est loin, alors que nous autres à Montréal, côté, on a différents biais d'ancrage ici. Tout à fait. On n'a pas les mêmes billets, on n'a pas les mêmes choses. Les tickets de parking aussi sont plus chers ici, là. Oh, sûrement, sûrement, sûrement. Alors, Je pense qu'il y a peut-être des questions dans le chat. Est-ce qu'on peut dire sophisme à la place d'argument fallacieux? Sophisme, c'est lorsque on est capable de prouver que la personne a une mauvaise intention, c'est-à-dire de faire un argument fallacieux réellement. Moi, j'utilise tout simplement argument fallacieux parce que je ne sais pas si la personne devant moi dit un argument fallacieux intentionnellement ou sans mauvaise intention, si on peut dire. Mais si vous voulez vulgariser et dire sophisme, il n'y a pas de problème. On peut dire aussi, il y a d'autres termes utilisés, un paralogisme, on utilise ça aussi. Peut-on acheter le livre sous forme numérique? C'est ça. La réponse est oui, mais en ce moment, mhm. je, je, je pourrais envoyer un courriel à l'éditeur justement pour avoir plus d'infos là-dessus, à savoir quand que ça pourrait l'être. Euh, il tente le billet d'exposition sur nous. C'est la technique de Trump, ça. Merci, très intéressant. Ça prend Puis, combien de temps pour s'apercevoir des pièges au quotidien? Ça dépend de votre force à vous. Ça dépend. Je vous dirais que dans mon livre, la section qui est la plus, les deux sections qui sont les plus convoitées, c'est les outils de pensée critique, balance de Seguin, rasoir de Cam, rasoir des Chen, probablement que vous en connaissez déjà, et comment reconnaître un expert si vous avez ces deux fonctions-là. Parce que même la section comment reconnaître un expert, ça fonctionne même si la personne devant nous n'est pas experte, juste pour savoir si elle nous dit la vérité. Juste savoir si elle a assez de preuves pour. C'est le plus puissant avantage de la combinaison d'épistémologie et de la pensée critique, c'est que j'ai pas besoin d'analyser si c'est vrai ou faux, j'ai seulement besoin d'analyser quelles sont les preuves que la personne m'amène pour être en mesure à savoir si c'est vrai qu'est-ce qu'elle me dit et si elle n'a pas suffisamment de preuves, je peux dire que c'est pas suffisant pour moi pour être en mesure de prendre une bonne décision. Euh, OK, qu'est-ce qu'un scientifique? Bon, d'accord. Bon, je vais résumer beaucoup, mais qu'est-ce que la science? Il y a beaucoup d'épistémologues qui se sont posé la question, qu'est-ce que la science? Est-ce que
Oh, Est-ce que c'est... j'entends Oui. mon écho, en fait. Je sais pas si on peut fermer vos micros. OK, là, je m'entends plus, c'est correct. Euh, est-ce que c'est un ensemble de méthodes? Est-ce que c'est un ensemble de connaissances ou est-ce que c'est un ensemble de valeurs? Moi, ce que je dis, c'est que les scientifiques, c'est eux qui prônent les valeurs de la science. Il y en a quatre. Un scientifique, qu'est-ce que c'est? C'est la combinaison de quatre choses. C'est une personne d'abord qui a un désintéressement, c'est-à-dire il va suivre, il va chercher la vérité et suivre les preuves, peu importe le sens des preuves. Première chose. Deuxième chose, il doit accepter d'avoir une revue par les pairs, c'est-à-dire il doit accepter que d'autres personnes vérifient que ces travaux sont adéquats, sont corrects. Donc, si, admettons, moi, je vous dis, j'ai inventé le clonage humain, je sais pas, j'ai fabriqué un réacteur à fusion dans mon sous-sol, mais que je vous dis aussi, mais je veux pas montrer ça à qui que ce soit parce que je veux pas me faire voler l'idée, ben, je ne suis pas scientifique. Si je n'accepte pas que ce soit révisé, je ne suis pas scientifique. Trois, communalité, il faut que toutes mes données soient accessibles. Si je fabrique un réacteur à fusion, il faut que je montre toutes ces données-là. Si, par exemple, je suis dans un salon de pseudosciences, de pseudomédecine, et que je fais ma promotion de la pseudomédecine, et je dis non, non, c'est secret, ça ne doit pas être... tout mon laboratoire ne va pas vous divulguer quoi que ce soit. Je ne suis pas scientifique. Ce n'est pas scientifique. Et quatrième chose, un scientifique va toujours focaliser sur le contenu et non le contenant. Un enfant de 6 ans qui dit quelque chose et un prix Nobel qui dit autre chose, on se concentre sur ce qu'ils disent et non leur titre, non ce qu'ils sont. C'est ça un scientifique. Donc un scientifique, ce ne sont pas des études, c'est pas parce que tu as des études en sciences que tu es scientifique. Puis en fait, en épistémologie, en philosophie, c'est très facile de montrer que c'est pas le cas parce qu'on a juste à faire la preuve par l'absurde. On a juste à montrer un des plus grands scientifiques de la planète qui n'a pas d'études en sciences, Nikola Tesla, Galilée, pour se rendre compte qu'ils ont fait tellement de choses et ils sont considérés comme des scientifiques. Donc, voici ce qui fait un scientifique. Donc, peu importe votre titre, vous pouvez être un artiste, un plombier. Si vous avez ces quatre choses-là, vous êtes scientifique. Et si vous vous appelez Didier Raoul, puis vous n'avez pas les quatre, ben, je suis désolé, vous n'êtes pas scientifique. Dès qu'il vous manque une seule des quatre, vous n'êtes pas scientifique. Donc, ça prend les quatre pour être scientifique. Et si vous y pensez, il y a une qualité qui réunit les quatre, c'est la curiosité. Si vous êtes curieux de base, vous allez avoir les quatre de base parce que c'est la vérité qui va vous intéresser. Mais là, Peut-être. je vous ai résumé en une minute ce que je construis en argumentaire complet, là, donc Oui, mais c'est extrêmement intéressant. Moi, j'accroche sur le désintéressement. OK. Euh, on voit, moi, je suis une personne qui voisine beaucoup de médecins. Là. J'ai des problèmes de santé. Fait que je vois, entre autres, j'ai un chirurgien qui s'occupe de moi, qui est une personne extrêmement désintéressée. Il m'a dit, je traverse le pont de la 25 tous les jours pour venir travailler ici, travailler à la Cité de la Santé. Il m'a dit, je gagnerais 50 millions à la loto. Je continuerai à faire ça. Fait que c'est une personne à qui moi j'ai confiance grâce à ça. Ceci étant dit, le cardio, que tout le monde est d'accord pour considérer comme un scientifique, a écrit un article extrêmement militant en faisant passer ça pour un article scientifique samedi dernier dans la presse. C'est désolant. Vous allez lire ça. Surtout toi, Michel Delis. Oui, J'ai on pas, va. j'ai pas dit que Boucardiouf était scientifique, hein. Par Oh, contre, s'il oh est non, capable, non. Il est considéré par la oui, population comme un mais scientifique. il y a Et, tellement de gens qui sont considérés comme des scientifiques, puis je peux vous dire qu'ils ne le sont pas. Et c'est et, justement pourquoi j'ai fait cet article-là. C'est parce que durant la COVID, il y a tellement de eh bien pseudo-scientifiques oui. avec plein de titres que les gens de base se disaient, ah, ça c'est un scientifique, ça c'est un scientifique. Je vous recommande, si vous ne l'avez pas entendu, euh, en fait, pourquoi j'ai fait ça, c'est ce qui m'a donné l'eau à la bouche de l'écrire, c'est la série Dérive de Olivier Bernard, Eh oui, la saison 3. oui, Et je vous absolument. le dis, en fait, Oui. je peux quasiment... Je les ai écoutés des
Comparable. Guylaine Langto, Didier Raoul. Exactement. Ben moi, je donne ces exemples-là en disant ils ne sont pas scientifiques à cause de ça, 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 ça. Et c'est vraiment l'article que j'ai écrit, là. Je peux même vous le montrer en fait. Souvent, le désintéressement, ça s'observe aussi dans tout ce qui concerne l'environnement. On dit, on écoute la science, on va faire qu'est-ce que la science, mais c'est quoi la science? C'est quoi la Puis, science, ouais. c'est quoi, hein? C'est quoi la science? Puis, en plus, on s'en va plus loin, là, mais c'est quand même. Vous l'avez en primeur, là. Donc, Ah, comment on fait pour avoir donc accès à votre. voilà. Voici des exemples de violations de scientific virtue. Donc, Andrew Wakefield qui a manipulé des données de recherche pour dire que les vaccins causaient l'autisme. Ben, en fait, c'est une fraude qui est un manquement direct à au moins deux des quatre. Dans le fond, moi, c'est les quatre que je mentionne, là. Quatre choses importantes. Didier Raoult qui a falsifié des données de recherche. Luc Montagnier qui a persisté dans des pseudo-scientifiques malgré le contraire. Ragnar Ringhaler qui a été payé par l'industrie du tabac pour des dizaines, des décennies. Medical Biologist, Moon Young a comprimé son intégrité. Oui, c'est lui qui faisait ses propres reviews. Donc, il se créait des titres de professeur, puis il s'envoyait ses propres reviews, donc il acceptait ses propres articles. L'archéologiste Shinji Fujima qui enterrait lui-même ses fossiles. Il allait chercher des fossiles, les enterrer lui-même, puis il allait là, il appelait les journalistes, puis il disait, regardez, puis il, euh, il y a un autre dermatologiste, William Summerlin, lui, il a dit qu'il était capable de faire de la transplantation, transplantation interespèce. Puis son étudiant de doctorat ou son postdoc, il s'est rendu compte que c'était juste de la peinture sur du crayon marqueur sur des souris. En tout cas, c'est des exemples de gens que d'autres vont dire qu'ils sont scientifiques alors qu'ils ne sont pas scientifiques. Et c'est justement là-dedans. Et là, je vous ai donné qu'est-ce qu'un scientifique, mais c'est quoi la recherche scientifique? Qu'est-ce que de la recherche scientifique? Donc, c'est une recherche qui a ces quatre données-là. Enfin, donc si jamais c'est publié, je le souhaite, là, mais si jamais c'est publié. Allez-vous nous faire signe? De le faire Pardon? signe à Michel? Si c'est Oui, oui, il publié, va signer à Michel. allez-vous nous faire signe? C'était Ouais, ouais. un très bon exposé que vous avez fait. Hmm. Je n'ai pas étudié autant de billets que vous, mais j'en ai étudié quelques-uns, puis j'en ai observé plusieurs dans ma vie. Merci beaucoup. Merci infiniment. Fait que, Merci. il y avait des bons exemples de fraude scientifique dans ce que vous avez souligné, là. C'est pas mal Oui, intéressant. De toute façon, c'est un problème qui revient régulièrement en science. Il y a de la fraude, des résultats faussés, des fois il y a des fausses publications et exact. Hmm. j'en ai même vu une récemment, justement, quelqu'un qui disait que si quand j'ai vu ça, je me demandais, j'ai dit, Crime, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Ça avait l'air d'être un journal scientifique, mais le journal n'existe plus aujourd'hui. Sauf que dans la publication, il disait que si les femmes arrêtaient de prendre certains perturbateurs endocriniens, mais ça guérissait le cancer du sein. Fait que ça allait loin, là. Mais tout de suite en partant, on voyait qu'il y avait un auteur seulement. Ah oui. Avec un auteur, on peut arriver à maintenir ça. Et c'était sur un site Facebook, mais qui renvoie des nouvelles généralement qui sont crédibles. Mais celle-là, elle était vraiment, vraiment pas. Fait que, Premier outil de pensée critique, balance de Seguin, une affirmation extraordinaire requiert des preuves extraordinaires. Qui que ce soit qui vous dit qui est capable de guérir le cancer avec une méthode, il doit avoir au moins une méta-analyse sur le sujet, c'est-à-dire beaucoup d'études en simple aveugle ou double aveugle. Au moins, au minimum. Donc, t'as pas ça? Ah, désolé. Francis Laurent? Oui, merci beaucoup pour votre conférence. C'était super clair de A à Z. J'ai pas tant de questions, mais il y a le comment allez-vous qui m'a vraiment fasciné parce que je pense que tout le monde comprend que c'est comme hypocrite quand c'est un étranger qui dit bonjour, comment allez-vous? Clairement, il veut voir quelque chose. Fait que je me demande pourquoi ça persiste, puis c'est culturel en même temps, c'est quasiment une marque de politesse, mais pourquoi est-ce que tout le monde se sent obligé de poser la question, même à des gens que clairement
je n'ai pas d'attachement avec cette nouvelle personne-là que je n'ai jamais rencontrée, là. Donc, qu'est-ce qui fait que ça persiste autant, cette technique-là qui est si évidente, là, la Ouais. technique de persuasion? Ben, en fait, pourquoi elle continue, c'est qu'elle fonctionne. Le jour qu'elle fonctionnera plus, on va arrêter de la mettre. Mais il y a peut-être un effet mimétique parce que même moi, je croise quelqu'un, je dis, Hey, ça va? Puis d'emblée, je suis comme ça. Donc, puis c'est pas une technique de persuasion, là. Je veux vraiment. C'est comme une formule de politesse, comme on pourrait dire. Mais oui, c'est utilisé à des œuvres de charité. Les œuvres de charité, j'ai oublié de le mentionner, mais des fois, ils nous envoient des stylos par la poste ou des t-shirts, mais c'est justement pour créer ça. Hey, ils nous ont donné quelque chose, on va faire un don. Puis quand ils nous appellent, ils vont dire comment allez-vous? Tata. Mais eux, ils sont formés pour ça. Les techniques de persuasion, c'est aussi on appelle ça des techniques de vente, des techniques de vendeur, que c'est vraiment ça. Puis pourquoi c'est utilisé? Parce que ça fonctionne. Tu sais, pourquoi dans les épiceries, pourquoi les produits laitiers sont toujours dans le fond? Ben, c'est parce que tout le monde en a besoin. Donc, à chaque fois, on est obligé de faire toutes les rangées. Puis là, ah, tiens, un sac de chips. Puis on se rend compte que, ben oui, on a acheté plus d'affaires. Mais le jour que ça ne fonctionnera plus, ils vont le changer. Puis, mais tout est optimisé pour ça. La musique, la couleur, les affaires. Là, il y a beaucoup de choses, j'ai pas été, j'ai pas pu vous dire, là. Puis même, j'ai pas réussi à tout mettre dans le livre pour ce qui est des techniques de vente parce que je me suis focalisé sur les techniques de manipulation, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, là. Donc même les produits laitiers, il est même pas dans mon livre, là. Mais le comment allez-vous, pourquoi il est utilisé, c'est parce que ça fonctionne. C'est comme les sollicitateurs pour les dons, là, tu sais, qu'est-ce qui vous a déjà incité à donner, tu sais, pour le cancer, là? Fait que là, ils savent que tu as une histoire de cancer, puis là, ils te font remémorer ça, puis là, 2 minutes après, tu es prêt à donner, là. Moi, là, ça m'horripile, là. Je trouve, je me sens tellement manipulé quand ils me posent cette question-là. C'est comme ça. Ils vont chercher les gens par le sentiment. Ah, je vous comprends, vous avez raison. Ah oui, c'est terrible ce que vous avez vécu. Puis là, Ah ben, oui. on travaille sur la recherche. Fait que, ah Mais ouais, aussi, je tiens à dire, c'est très possible que cette personne-là ait de très bonne foi, hein. Tu sais, cette pas ça. personne-là, ça se peut qu'elle veuille vraiment Ouais, avoir des dons, mais qu'en même temps, elle comprend les gens, ça se peut. ouais. Tu vois le sentiment fake d'un fois, là, ça me Oui, des fois, ouais, ça peut être un peu fake, là, mais bon, ça Merci. fait plaisir. Diane Brouard. Mhm. Oui, merci beaucoup. C'est formidable tout ce que vous avez dit et c'est un livre qui est très utile et peut-être même qu'on devrait l'avoir même à l'école, hein, pour développer l'esprit critique des jeunes, des ados, tout ça, pour les préparer à être des adultes avertis qui ne tombent pas dans le panneau pour chaque chose. Et d'ailleurs, tout ce que vous avez dit, je regarde tout sur YouTube. Donc, j'ai des publicités chaque 3 minutes et elles ont toutes les caractéristiques que vous avez dit. Tout, 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 tout. Voilà, le prix, le ceci, et puis si vous aurez ceci en plus, et blablabla. Hein, tout est là. Vraiment fatigant, hein? Ouais. Et je me dis, comment se fait-il qu'il y a encore des gens qui peuvent tomber dans le panneau comme ça? Parce que s'ils le font à grande échelle, c'est que ça fonctionne. Oui, c'est parce que ça fonctionne. C'est Et les surtout quand. miracles, et les ceci, on reconnaît tout ça, hein? Tout à fait, tout à fait. Et- C'est vrai qu'on n'a pas, là, j'ai pas fait la section sciences, pseudo-sciences, puis les miracles et tout, là, mais oui, oui. il y a de toutes sortes, de vraiment toutes sortes, puis il y a des affreuses, des, des choses qui sont dites dans des médias des fois que je me dis, pourquoi ça a passé? Je tiens juste à vous dire, c'est un peu dommage, mais c'est un peu normal. Si vous regardez dans les librairies au Québec, si vous allez dans la section sciences, près de 90% de ce que vous voyez, c'est de la pseudoscience. Donc, c'est très difficile pour des gens, comme un des mortels, de se dire, ah, je vais aller dans la section sciences. Qu'est-ce qu'ils vont lire? Ils vont lire des choses qui les intéressent. Hey, astrologie, c'est dans la section sciences. Ben, alors que ça ne devrait pas être dans la section sciences. Donc, pour eux, c'est de la science, alors qu'ils se sont même pas fait dire pour la science. Puis, je donne ces gens-là, mais je donne l'exemple sur moi. Bac en maîtrise, bac en physique, maîtrise en physique, doctorat en physique, je n'ai pas appris c'était quoi la science avec ma bac maîtrise doc en physique. J'ai appris plus qu'est-ce que la science en étudiant en philosophie, en épistémologie, qu'en étudiant en sciences, ce qui est totalement fou. D'où le pourquoi j'ai créé le cours raisonnement scientifique à l'UQTR, que au moins les étudiants vont avoir
en fait, qu'est-ce que la science, comment distinguer ça d'une pseudoscience, comment s'assurer, puis c'est pas parce que c'est enseigné à l'université que c'est vrai, puis c'est pas parce que c'est enseigné à l'université que c'est de la science non plus. Donc, il y a, enfin, ça c'est une autre chose, là, je pourrais parler pendant des heures, c'est ça le problème d'un professeur, là. J'ai une autre, ma vraie question là, que Oui, je me questionne, parce que vous avez parlé de proportionnalité et oui, peut-être que c'est pas vraiment directement le domaine de votre livre, mais parce que ça me tracasse beaucoup, j'aimerais avoir votre opinion. C'est que, vous savez, par exemple, on parle beaucoup dans les télés des nouvelles, hein, d'actualité, tout ça. Par exemple, il y a cette affaire-là qu'on va dire voilà, tel événement, c'est plutôt un fait divers, OK? Et les gens sur le plateau vont expliquer, oui, mais quand ça se produit trop souvent, ça devient un fait de société. OK? Et moi, j'ai du mal. D'après vous, à partir de quel moment on peut savoir que quelque chose qui en fait une nouvelle qui est parcelée quand même, comment peut-on savoir que c'est vraiment un fait de société, c'est-à-dire si ça se répète, parce que vous avez parlé, bon, vous savez, les migrants, vous avez donné tous les exemples où justement il n'y a pas assez pour dire, bah oui, il y a 1 million de fois où ça n'a pas marché, donc c'est normal qu'il y ait quelques fois que ça a marché. Donc si, je ne sais pas si on dit, voilà, ça fait 20 jeunes qui sont tués au couteau là, en peu de mois, là, on a un fait je caricature un peu, on a un fait de société. Et donc, c'est à prendre au sérieux. Et moi, je me dis oui, mais dans le fond, sur un pays qui a 65 millions d'habitants, je sais pas quoi, que penser de ça? Parce que je pense aussi qu'il y a des événements qui sont tellement Et Diane, euh, on va laisser répondre le précis. conférencier. Oui, oui, oui. oui, Ben, tellement en précis que fait, ça ressemble à une chose établie, là. c'est tout simplement, c'est un peu dommage, mais les journalistes sont pas nécessairement forts en biais cognitif. Donc, la négligence de la taille de l'échantillon, c'est pas très intéressant, fait qu'ils vont peut-être pas nécessairement en parler. Donc, moi, en fait, la définition de ce qu'est un fait, c'est juste proposition vraie. Donc, tu sais, là, vous avez parlé fait de société. Je connais pas ces termes-là, mais en fait, il y a des faits et c'est tout. Donc, pour ma part, euh, s'il y en a qui essaient de voir des coïncidences, ah, c'est pas le hasard qui a fait ça ou quelque chose, et des fois, il y a des effets mimétistes qui se font. Je vais vous donner un exemple. Au temps des sorcières, là, on recule de plusieurs centaines d'années, énormément de monde ont été accusés de sorcellerie pour finalement se rendre compte, hey, peut-être que si on arrête d'en parler, là, peut-être que ça va faire en sorte qu'il n'y aura plus grande personne qui va être accusée de sorcellerie et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, moins on parle de quelque chose, ben, moins on va en parler. Et plus on en parle, plus on en parle. C'est un peu étrange à dire, mais c'est pour ça que des fois, certains journalistes ou certaines émissions, moi, c'est pour ça que je focalise surtout sur le contenu et moins le contenant. Mais ça peut arriver que des fois, c'est une nouvelle qui est grandiose, puis 3 ou 4 semaines plus tard, là, je m'épivarde, là, mais 3 ou 4 semaines plus tard, on n'en parle plus du tout. Mais moi, les faits de société, par contre, ça, je connais pas ça. Pour moi, il y a des faits, puis il y a des choses qui peuvent s'expliquer par les biais cognitifs, par la négligence de la taille d'échantillon, biais de surveillant, quoi que ce soit. Et en plus, ça, c'est ceux qui ont été rapportés. C'est les présentations survivantes. Il y en a peut-être qui n'ont pas été rapportés. Donc, c'est pas des survivants. Un peu, si on pourrait dire. Qu'est-ce que la science en étudiant en philosophie, en épistémologie, qu'en étudiant en sciences, ce qui est totalement fou, d'où le pourquoi j'ai créé le cours raisonnement scientifique à l'UQTR, que au moins les étudiants vont avoir en fait qu'est-ce que la science, comment distinguer ça d'une pseudoscience, comment s'assurer, puis c'est pas parce que c'est enseigné à l'université que c'est vrai, puis c'est pas parce que c'est enseigné à l'université que c'est de la science non plus. Donc, il y a, enfin, ça c'est une autre chose, là, je pourrais parler pendant des heures, c'est ça le problème d'un professeur, là. J'ai une autre, ma vraie question là, que Oui, je me questionne, parce que vous avez parlé de proportionnalité et oui, peut-être que
peut-être que c'est pas vraiment directement le domaine de votre livre, mais parce que ça me tracasse beaucoup, j'aimerais avoir votre opinion. C'est que, vous savez, par exemple, on parle beaucoup dans les télés des nouvelles, hein, d'actualité, tout ça. Par exemple, il y a cette affaire-là on va dire, voilà, tel événement, c'est plutôt un fait divers, OK? Et les gens sur le plateau vont expliquer, oui, mais quand ça se produit trop souvent, ça devient un fait de société. OK? Et moi, j'ai du mal. D'après vous, à partir de quel moment on peut savoir que quelque chose qui en fait une nouvelle qui est parcelée quand même, comment peut-on savoir que c'est vraiment un fait de société, c'est-à-dire si ça se répète, parce que vous avez parlé, bon, vous savez, les migrants, vous avez donné tous les exemples où justement il n'y a pas assez pour dire, bah oui, il y a 1 million de fois où ça n'a pas marché, donc c'est normal qu'il y ait quelques fois que ça a marché. Donc si, je ne sais pas si on dit, voilà, ça fait 20 jeunes qui sont tués au couteau là, en peu de mois, là, on a un fait je caricature un peu, on a un fait de société. Et donc, c'est à prendre au sérieux. Et moi, je me dis oui, mais dans le fond, sur un pays qui a 65 millions d'habitants, je sais pas quoi, que penser de ça? Parce que je pense aussi qu'il y a des événements qui sont tellement Et Diane, euh, on va laisser répondre le précis. conférencier. Oui, oui, Oui. oui, Ben, tellement en précis fait, que ça ressemble à une chose établie, là. c'est tout simplement, c'est un peu dommage, mais les journalistes sont pas nécessairement forts en biais cognitifs. Donc, la négligence de la taille de l'échantillon, c'est pas très intéressant, fait qu'ils vont peut-être pas nécessairement en parler. Donc, moi, en fait, la définition de ce qu'est un fait, c'est juste proposition vraie. Donc, tu sais, là, vous avez parlé fait de société. Je connais pas ces termes-là, mais en fait, il y a des faits et c'est tout. Donc, pour ma part, euh, s'il y en a qui essaient de voir des coïncidences, ah, c'est pas le hasard qui a fait ça ou quelque chose, et des fois, il y a des effets mimétistes qui se font. Je vais vous donner un exemple. Au temps des sorcières, là, on recule de plusieurs centaines d'années, énormément de monde ont été accusés de sorcellerie pour finalement se rendre compte, hey, peut-être que si on arrête d'en parler, là, peut-être que ça va faire en sorte qu'il n'y aura plus grande personne qui va être accusée de sorcellerie, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, moins on parle de quelque chose, ben, moins on va en parler, et plus on en parle, plus on en parle. C'est un peu étrange à dire, mais c'est pour ça que des fois, certains journalistes ou certaines émissions, moi, c'est pour ça que je focalise surtout sur le contenu et moins le contenant, mais ça peut arriver que des fois, c'est une nouvelle qui est grandiose, puis 3 ou 4 semaines plus tard, là, je m'épivarde, là, mais 3 ou 4 semaines plus tard, on n'en parle plus du tout. Mais moi, les faits de société, par contre, ça, je connais pas ça. Pour moi, il y a des faits, puis il y a des choses qui peuvent s'expliquer par les biais cognitifs, par la négligence de la taille d'échantillon, biais du surveillant, quoi que ce soit. Et en plus, ça, c'est ceux qui ont été rapportés. C'est les présentations survivantes. Il y en a peut-être qui n'ont pas été rapportés. Donc, c'est pas des survivants. Un peu, si on pourrait dire. Oh, j'avais pas vu le À chat. partir de quel âge peut-on enseigner l'esprit critique et le scepticisme scientifique? Et Dès pourquoi au le Québec, début. il y a si peu d'enseignement de l'esprit critique à l'école? Ah, tellement belle question. J'aimerais tellement que ce soit enseigné comme le français, l'anglais et les mathématiques dès le début du primaire. Et j'ai vu en France, il y a une enseignante qui le fait. Je vous recommande la chaîne YouTube Hygiène mentale qui a été 2 ou 3 vidéos euh, en France, dans une classe. C'est fantastique. Les élèves de 6, 7 ou 8 ans ont leur petite masque de super-héros et regardent des nouvelles que l'enseignante leur propose et ils essaient de voir c'est quoi les problèmes de cette nouvelle-là. Donc, je trouve ça fantastique. Il faudrait que ce soit inclus dès le primaire jusqu'à la fin du collège, jusqu'à la fin même, je dirais, de l'université, mais c'est parce qu'on considère qu'au Québec, les gens ont une pensée critique. Personnellement, j'ai pas eu une pensée critique avant même de savoir c'est quoi un peu la pensée critique. Je connaissais pas ça. Oui, je veux dire, on va pas croire n'importe quoi nécessairement, là. Si quelqu'un me dit que je suis une truite, je le croirais pas. Mais dans le sens que il faut que ce soit enseigné. Puis pourquoi c'est pas enseigné?
C'est une maudite bonne question et j'aimerais vraiment que ce soit enseigné. Euh, mais pourquoi il y a si peu d'enseignement de l'esprit critique à l'école? Si jamais vous connaissez des écoles, je commence à être invité tranquillement. J'ai fait le Collège La Flèche la semaine dernière. J'ai été à la bibliothèque de l'Université Laval enseigner à des professeurs pour que eux tentent de peut-être de l'intégrer dans certains des cours. Ça serait vraiment bien si on pourrait faire la promotion. Puis, c'est pas nécessairement mon livre, là, je m'en fous, là. Moi, l'important, c'est de faire la promotion de la pensée critique, ne serait-ce que le scepticisme, donc le sceptique du Québec. Chaque personne qui font leur petite affaire, ça va peut-être aider, là. Donc, j'aimerais un jour qu'il y ait la pensée critique dans les écoles, là. Euh, Peut-on considérer qu'une professeure en études féministes ou en queer studies puisse être assez désintéressée pour être considérée comme scientifique? Ça dépend comment elle est, comme personne. On peut faire des recherches dans n'importe quoi, puis des fois, le titre représente pas nécessairement ce qu'on fait. J'avais vu à l'Université de Montréal, à l'Université de Sherbrooke, une maîtrise en soins spirituels. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Pour me rendre compte que c'est pour peut-être accompagner des gens vers la mort, là, peu importe. Donc, il faut faire attention au titre. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'elle étudie, puis ça dépend comment elle l'étudie, parce que c'est normal de faire, du moins pour ce qui est de la recherche, là, pour ce qui est de l'enseignement, je ne sais pas, mais pour ce qui est de faire de la recherche, moi, je ne vais pas la juger tout de suite pour dire qu'elle n'est pas scientifique du tout. Non, au contraire. Dépendamment comment qu'elle est, elle peut très bien être scientifique. Et c'est correct de, tu sais, si, admettons, on dit la Terre est ronde, mais quelqu'un qui doute, ben, c'est ses affaires, mais c'est sûr, après une journée, il va se rendre compte qu'elle est ronde, là. Puis là, non, mais bon, faire des recherches dans certains domaines, c'est juste que faire de la recherche en homéopathie, regarde, on a fait le tour, là. On a fait le tour de la question. Donc, études féministes, je m'y connais pas là-dedans. Je sais pas où ça en est rendu. Est-ce qu'il y a énormément d'études? Probablement. Puis est-ce qu'on a assez tranché d'un côté? Bon, ben là, si on a assez tranché d'un côté. Puis à l'inverse, est-ce que ça fait 20 ans qu'elle étudie, qu'elle est là-dedans? Si ça fait 20 ans, peut-être qu'elle peut pas changer de carrière. Donc, il y a toute cette balance-là, là. Donc, c'est- enfin. Romain Gagnon? Oui, en fait, j'aimerais vous entendre sur un sujet qu'on a un peu abordé tantôt en remettant le prix, le phénomène de l'entrisme de l'idéologie dans les cercles scientifiques, là. C'est-à-dire qu'on a notamment l'idéologie de genre, là. Tu sais, on a entendu des scientifiques aller affirmer des trucs comme quoi le sexe est constaté à la naissance, pas constaté justement, mais assigné à la naissance au lieu d'être constaté. On a observé ces dernières années des dérives importantes, tu sais, au niveau scientifique. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Comment vous expliquez ça, ce phénomène social-là qui vient de se produire depuis quelques années, là? Moi, personnellement, on voit évidemment que la société, il y a la croyance, des croyances populaires, puis il y a ce que les scientifiques disent. Puis vous remarquerez que c'est pas nécessairement la même chose dans beaucoup de domaines. OK, la Terre est ronde, on est capable de dire ça, mais des fois, est-ce que le café est bon ou non pour la santé? Ou je donne un exemple en nutrition, là, mais il faut faire attention à la croyance populaire. Moi, je m'y connais pas sur l'identité de genre, mais pas du tout, là. Pour vous donner une idée, là, la première chose que j'ai eue, puis probablement que peut-être que François Chapelot serait même capable de répondre à ça, là, mais j'ai fait mon doctorat en physique médicale, puis il a fallu que je fasse des cours de radiologie. Et le premier patient qu'on a regardé, on a des fichiers, on connaît rien, nous, on CT scan. Puis là, le radiologue, il me dit, bon, ben, ce patient-là a une prostate et un utérus. Ah, fait qu'il dit, vous, en tant que physicien, vous devez être capable de le voir. Moi, ça me dit rien sur l'identité de genre, puis le sexe, là. Moi, l'important, c'est que je sois capable de voir ce que j'ai besoin de voir. Et moi, je m'y connais pas là-dedans, mais vraiment pas du tout. Puis c'est pas un domaine que j'ai vraiment été. Euh, j'ai même pas fait de revue de littérature, puis il y a absolument rien dans mon livre là-dessus. Parce que c'est pas mon expertise. Mon expertise est surtout la physique. Donc, évidemment, j'ai parlé de sciences et pseudosciences, mais j'ai pas, je m'y connais pas là-dedans. Donc, je laisserai plus François Chapelot en parler, étant donné que c'est plus son expertise plutôt que la mienne. Donc, voilà. Ma question, peut-être juste préciser, c'est pas, oui, définitivement, c'est l'expertise de François, là. C'est pas ça le point. C'est que j'aimerais ça vous entendre interpréter
qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ces gens-là parce que les arguments à François sont assez solides, là, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau, ces pseudo-scientifiques-là, pour, à ce point-là, là, perdre leur repère, puis finir par affirmer n'importe quoi, là. Mais ils peuvent, C'est un processus psychologique, là. ça Est-ce peut qu'il être porte un plein de nom? choses. On a parlé du biais de croyance tantôt. Il y a des gens qui veulent croire quelque chose, ils veulent croire vrai les idées qui leur plaisent plutôt que de croire la vérité. Et c'est pas, ça peut être ça, ça peut être plein de choses qui se sont passées. On ne connaît pas leur passé, eux autres. Donc là, je peux pas généraliser pour ça, là. C'est Je un peux pas phénomène faire. de masse, c'est pas un phénomène individuel, là. Il y a eu un mouvement de masse. Oh oui, tout à fait, Est-ce mais que il ça peut. porte un nom, ces mouvements de masse-là, quand tout le monde part dans une direction, mettons? euh, Jésus. Je peux intervenir Le dans post-constructivisme. Oui, en fait, je peux intervenir dans ce débat-là. Euh, il y a une problématique de perception de la nature qui est teintée, dans le sens que pour les gens qui croient que la meilleure solution pour une société juste et équitable, euh, on doit nier que le sexe est binaire. On doit nier. C'est comme dire, comme j'ai dit dans une des vidéos, c'est l'idée que, ben, comme la Terre est ronde, mais le concept de rondeur, c'est un concept opprimant, c'est un concept d'oppresseur. Donc, on va dire non, la Terre est plate parce que la rondeur est un concept qui est mauvais pour la société. Alors, on a fait la même chose avec le sexe binaire. On sait que c'est une réalité observable, on même sait que la Terre est ronde, mais on a décidé que tout ce qui était binaire était mauvais pour la société. Il y a une notion, là, une théorie du genre, théorie queer, qui vraiment met une emphase sur tout ce qui est homme-femme est mauvais, ce qui est homosexuel, hétérosexuel est mauvais. C'est un signe de patriarcat, de dominance. Alors, on a mélangé, on a créé une science. Tu parlais de pseudoscience tout à l'heure. On a créé une pseudoscience du sexe qui dit que c'est un spectre, c'est une construction sociale euh, pour justement convaincre les gens que le sexe, c'est pas bon. Et si le sexe n'est pas efficace pour désigner un bébé à la naissance, si c'est une étiquette qui n'a aucun fondement biologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'hommes et de femmes, mais à ce moment-là, on est mieux de leur demander, vous êtes quoi, un homme ou une femme? Alors, c'est ça la logique en arrière de ce. On a tordu la réalité à des fins sociales. Et c'est là que le bas blesse. Alors, cette vision du sexe, ben, c'est ça. Alors, je ne sais pas comment vous interprétez ceci. Je n'ai pas vu votre partie sur la pseudoscience. J'aurais bien hâte de voir comment ça fitterait un peu dans votre vision. Ben, en fait, la définition de pseudoscience, il y en a quelques-unes. Mais en fait, la définition de pseudoscience, c'est lorsqu'on n'a pas suffisamment de preuves pour énoncer quelque chose, mais qu'on affirme quand même que ça fonctionne, surtout dans des termes scientifiques. Il y en a d'autres qui vont même affirmer que le déni de la science, c'est une autre forme de pseudoscience parmi les épistémologues, mais celle-là, j'en parle pas dans le livre, là. Je voulais pas trop mêler les gens, là. J'ai juste dit, lorsqu'on n'a pas suffisamment de preuves, mais que quelqu'un affirme que c'est quand même vrai ou que c'est efficace, là, on entre dans une pseudoscience. C'est... Je dirais que oui, vous avez c'est exactement ça. C'est exactement ça, OK. bravo. Bon. Je suis d'accord avec vous. Je dirais que un des problèmes supplémentaires de la théorie du genre, c'est qu'on la retrouve dans des articles scientifiques révisés par des pairs. Hmm. Maintenant, en disant que, par exemple, dans certaines revues, on va parler en écologie, on va publier des articles où on va indiquer que le sexe est multivarié, que c'est extrêmement compliqué, c'est une combinaison de plusieurs choses. Ça n'a aucun bon sens. Mais c'est publié dans des revues à haute, des revues considérées de façon, des revues d'impact en sciences. Et malheureusement, on peut plus en ce moment, là, en ce moment c'est le cas, mais ça a peut-être changé là, avec le nouveau gouvernement américain, mais il n'y a, plus de possibilité de soumettre un article pour tester cette idée-là. Ils sont refusés automatiquement parce qu'ils sont perçus comme étant mauvais pour la société, mauvais pour les objectifs de société qu'on s'est donnés.
Alors donc, il y a un mélange total et complet. Je pense que ça ferait un livre de 500 pages, juste à l'expliquer, en tout cas. Je vous ai mis, pour ceux qui sont intéressés, Plato, Stanford, YouTube Entries, Pseudoscience. Stanford Encyclopédia Philosophie, c'est, je vous dirais, le Wikipédia simple de la philosophie dans le monde, qui est très, très bien sourcé. Puis si vous partez avec ça, puis là, ensuite, vous allez voir les références, c'est là que vous allez vraiment avoir beaucoup. Mais je vous ai mis Science and Pseudoscience, puis quand que vous voulez commencer avec un petit peu standard, vous pouvez rentrer ça là-dedans, puis c'est ce qui se font en épistémologie, en philosophie. Enfin, voilà. Oui, Merci. ben pour mentionner un petit peu le déni de la science, là, comme certains le mentionnent, si on prend par exemple les compagnies de cigarettes dans le temps qui faisaient des études pour Mm. essayer de montrer que Ouais. la cigarette était pas toxique, on a le même phénomène qui se passe avec certaines choses comme le déni des races. OK, c'est sûr qu'il n'y a pas de race pure chez les humains, mais il y a un déni du concept même. Mhm. Sauf, par exemple, quand on veut parler d'antiracisme, là, oups, là, le concept devient important. Fait que c'est ceux qui le nient, pour eux autres, c'est le plus important parce qu'ils veulent parler d'antiracisme après. C'est assez bizarre et paradoxal. Fait que Enfin. c'est ça. Les exemples qu'ils donnent, c'est surtout pour ce qui est du réchauffement climatique. C'est ceux qui dénient le réchauffement climatique, c'est de la Oui, pseudoscience, là. C'est l'exemple général qu'ils donnent. Puis il y a d'autres thèmes, là. Il y en a peut-être qui s'y connaissent, là, le falsificationnisme ou la réfutation. Si on n'est pas capable de réfuter quelque chose, comme par exemple la psychanalyse, ben c'est pas scientifique. Donc, qui que ce soit qui affirme que ça c'est vrai, ben, c'est de la pseudoscience, automatiquement. Donc, il y a plein d'autres formes, si on peut dire. Mais moi, celle de base, c'est tout simplement celle qu'on n'a pas suffisamment de preuves. C'est la plus simple, c'est la plus, disons, oui. le- à mentionner, hein. Parce qu'il y a encore des débats là-dessus, à savoir c'est quoi une science, c'est quoi une science, c'est quoi une pseudoscience, là. Donc, je me Ben, rentrerai pas là-dedans. des fois, la différence entre les deux peut être Oui, faible. Ben, surtout en science, il y a des places c'est qu'on n'a pas vraiment de données, ou on n'est pas encore suffisamment avancé pour savoir si oui. c'est de la Ben, en science ou fait, pas de la science. un Euh, autre exemple, c'est l'incertitude en science. Donc, si, admettons, on a, je sais pas, on teste un médicament qui est efficace à 80%, le placebo est efficace à 79, plus ou moins 1. Est-ce que le médicament est efficace? Est-ce qu'il l'est pas? Est-ce que c'est une science? Est-ce que c'est une pseudo-science? Est-ce qu'on a besoin de plus d'études? Puis si ça donne toujours le même résultat. Donc, tu sais, il y a encore toute Puis il y a des choses que, là, je dis d'un médicament, mais il y a des choses que c'est très difficile de faire un placebo. Par exemple, les techniques manuelles. On a parlé de l'acupuncture tantôt. mhm. L'acupuncture, on est capable effectivement de faire un placebo acupuncture, sauf qu'il n'est pas parfait. 68% des acupuncteurs peuvent se rendre compte qu'ils font de la vraie acupuncture, de la vraie acupuncture, de l'acupuncture versus de la fausse acupuncture, si on peut dire. Donc déjà, ça fait qu'on ne peut pas le faire en double aveugle total, on est en semi-simple aveugle. Donc, tu sais, c'est difficile, certaines thérapies manuelles. Bon, il y en a qui sont plus simples à prouver qu'ils ne fonctionnent pas, là, mais c'est quand même difficile à faire ça. Donc, est-ce que c'est de la science? Est-ce que c'est de la pseudoscience? Donc, il y a tout un débat encore là-dessus, là. Mais je parle pas même pas de ça tant que ça dans mon livre. J'en parle un petit peu quand même, mais je me concentre surtout sur on n'a pas suffisamment de preuves, mais quelqu'un affirme quand même que c'est vrai. Ouais, il y a certaines hypothèses scientifiques, même en astrophysique, avec les trous blancs, par exemple. Ah oui, Euh, oui, oui, il y en a euh, beaucoup. la matière noire, La qu'on n'a pas matière encore noire de à elle seule, là, l'énergie noire, qu'on n'a pas de preuves ouais, vraiment. Là. l'énergie Fait noire. que on n'est pas, on considère ça de la science, mais il faut plutôt considérer ça comme des hypothèses. Oui, ben même, Et, c'est la théorie des cordes, je mets ça en guillemets parce que c'est pas une théorie, c'est même pas une hypothèse, parce qu'une hypothèse, c'était stable, puis cette hypothèse des cordes, c'est un modèle, en fait, qu'on a, c'est le niveau d'en dessous, et j'avais vu un physicien qui avait écrit un chapitre pour dire toutes les données que nous avons sur la théorie des cordes, puis ça fait une ligne, et c'est nous avons absolument rien sur la théorie des cordes.
Je me rappelle plus c'est quoi, là, mais j'avais trouvé ça fantastique, là. C'est ça ton livre? Toutes des pages blanches? Ah, ah, ouais, non, il n'y a pas de page blanche dans le livre, comme vous voyez, Non, mais là. dans le livre du physicien sur Ah, le physicien, oui, mais c'est sur c'est la une page théorie blanche des complète. formes. Oui, il y a une page blanche complète. Ben, sur ça, on va te remercier énormément pour cette excellente conférence et pour la discussion aussi par après. Fait que, Ça fait plaisir. un gros merci, puis on va probablement te réinviter plus tard, peut-être pour parler d'un Avec autre chapitre plaisir. de ton livre. Oui. Parfait. Bonne soirée à tous. OK, bonne soirée tout le monde. Merci d'être venu, puis merci d'avoir participé.